Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le seul et unique Menu Crowdfunding, l'émission hebdomadaire dans laquelle je vous parle de l'essentiel des nouveaux projets actuellement en cours de financement participatif dans le monde du jeu de société, que ce soit sur Ulule, sur Kickstarter, sur GameFound et bien d'autres plateformes encore. Et cette semaine, vous allez le voir, on est sur quelque chose de relativement léger. Je vais viser moins de 90 minutes pour ce menu, même si vous pourrez aussi constater la présence de quelques projets malgré tout assez intéressants, puisqu'il y aura pas moins de 3 desserts cette semaine. Ceci dit, sur une grosse semaine, il y en a certainement 2 d'entre eux qui auraient plutôt fait partie des plats principaux, mais malgré tout ils m'intéressent plutôt pas mal, et je sais qu'il y en a un des deux qui intéresse particulièrement Xavier également, donc je les ai quand même placés dans les desserts. Du coup, sans plus tarder, non, ça ne veut rien dire, sans plus tarder, excusez-moi, on se lance tout de suite dans les entrées, les plats, les desserts par ordre croissant d'intérêt des campagnes. C'est parti! Je suis peut-être un petit peu cruel en plaçant Thunderstone Quest dans les entrées de la semaine. Oui, mais voilà, on en a déjà parlé 2 ou 3 fois dans le menu crowdfunding. C'est fondamentalement un deck building, mais dans du dungeon crawler également, avec un univers relativement léché, visuellement parlant c'est plutôt très joli, mais ils en sont à quoi 17 extensions, bon, ce sont des quêtes donc, qui vont enrichir le jeu d'origine au fur et à mesure qu'elles sortent et qu'elles viennent s'ajouter au jeu de base que vous entreapercevez ici. C'est bien sûr l'occasion aussi de mettre la main dessus, et donc vous me direz je suis peut-être un petit peu, comment dire, sévère, un peu strict, un petit peu cruel en plaçant un projet d'une telle ampleur, d'autant plus que ça vient de AEG quand même, gros éditeur américain, mais bon bah du coup il se trouve qu'on en a quand même parlé déjà 2-3 fois. Bon, c'est un deck building, c'est joli, ce sont de nouvelles extensions qui viennent rajouter de nouvelles cartes, on peut imaginer qu'il y a de nouveaux effets également, le projet se porte bien, 1600, enfin presque 1600 contributeurs à ce jour, 6 jours justement avant la fin de la campagne, 120 000 € d'engrangés. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça, on en a déjà parlé, c'est un dungeon crawler, mais avec fondamentalement du deck building, c'est plutôt bien illustré, ça vient de AEG, donc en termes à minima de sûreté du pledge, on va dire. C'est-à-dire que le jeu va vous arriver quoi qu'il arrive, et ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais après, en termes de qualité du jeu, je ne sais pas, je pense que j'imagine en tout cas que s'il y a 17 extensions à ce jour, c'est que le jeu de base a su séduire un public relativement fidèle et conquis à cette œuvre pour qu'il puisse ensuite mettre la main au porte-monnaie pour reprendre les extensions qui suivent. Donc a priori, ça doit être plutôt sympatoche. À vous de me dire éventuellement dans les commentaires si vous y avez déjà joué. En tout cas c'est pas mon cas, donc je ne prends pas trop de temps pour parler d'un projet dont j'ai déjà de toute façon parlé à plusieurs reprises. En revanche, j'ai oublié, est-ce qu'il y avait potentiellement du français? Est-ce qu'il y avait d'autres langues que l'anglais? Non, en tout cas pas durant cette campagne. Voilà pour Thunderstone Quest avec Rise and Fall ici, donc 2 nouvelles extensions, Twilight Souls et The All-Consuming Hive. 6 jours avant la fin de la campagne, 1565 contributeurs. Je me moque parfois un peu trop de Queen Games et de ses 7-8 campagnes annuelles, mais il faut bien reconnaître qu'en termes de wargame, Compass Games se place plutôt bien au niveau de la fréquence des campagnes. Il y en a quasiment une par mois, soyons honnêtes. Et c'est à nouveau le cas avec ici Flanks of Gettysburg. Alors là pour le coup on est plutôt sur de l'histoire américano-américaine, donc ça va intéresser encore moins de monde que d'habitude sur la chaîne en tout cas. 87 contributeurs pour l'instant, le projet est financé avec 6463 €, 10 jours avant la fin de la campagne, et comme souvent avec Compass Games, à moins d'être très fan des jeux de guerre, celui-ci donc Flanks of Gettysburg pour 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 2 à 3 heures la partie, encore une fois risque de pas vous plaire tellement si vous n'êtes pas fan des gros fans de wargame hyper aride, parce que encore une fois là c'est le cas, hein. C'est très aride, ça vend pas du rêve visuellement parlant. On peut toujours rétorquer que la guerre n'est pas censée vendre du rêve, certes, mais un jeu quand même un peu plus, et là pour le coup c'est vraiment pas le cas. Alors après, s'ils sortent autant de wargames quasiment de manière mensuelle, c'est certainement qu'ils savent y faire. Là-dessus, pas de doute, j'imagine. Hein. Vous me direz éventuellement si vous avez l'occasion de tester un Compass Games. Pour le coup, en tout cas, c'est pas mon cas. Ce qui me fait toujours un tout petit peu rire, c'est quand même le slogan de Compass Games, New Directions in Gaming. Ouais, mais faites toujours un petit peu la même chose quand même. Donc les nouvelles directions, je suis pas convaincu. Mais bon, quoi qu'il en soit, 87 contributeurs 10 jours avant la fin de la campagne pour Flanks of Gettysburg.
Si vous êtes à la recherche de jeux familiaux éventuellement, hein, que vous pourriez jouer avec votre grand-mère, mais également avec vos petits-enfants, vos enfants ou que sais-je encore, peut-être que Scarebnb pourrait être une option pour vous. Ça nous vient de Wicked Weird Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter, et pour l'instant, ça fait un simili-flop malgré tout. 54 contributeurs seulement, 17 jours avant la fin de la campagne, pour ce qui est un jeu qui vous propose en fait de aider des invités ou des clients en tout cas d'un B&B, donc une sorte d'hôtel, à s'échapper en fait de cet hôtel puisqu'il est tout simplement hanté par des monstres en tout genre façon Frankenstein, des fantômes, etc. Un jeu relativement accessible, familial, que vous pourrez partager avec plein de gens, qui est relativement bien illustré aussi, hein, même si ça n'a rien de très particulier. C'est au-delà de ça pas terriblement cher non plus, hein, puisque vous le voyez c'est quand même 15$, bon c'est quand même très accessible pour le coup. On en a un 25 pour prendre 2 copies éventuellement, une sorte de mini pledge groupé potentiellement. En tout cas c'est vraiment abordable en termes financiers, reste à voir si le projet financera. Pour l'instant c'est loin d'être garanti, puisque pour rappel on est actuellement à quoi, une cinquantaine de backers. Donc voilà pour ce qui est de Scarebnb. Pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher le financement, mais le seuil de financement étant relativement bas, il y a peut-être encore moyen. Ceci dit, pas de VF, mais vous l'avez vu, il n'y a pas de texte non plus sur le matos, donc c'est pas tellement gênant du moment qu'une personne est en mesure de comprendre puis d'expliquer les règles. Celui-ci pour le coup il est financé, il s'agit de Kugo qui nous vient d'Angleterre et de Kugo Games, premier projet, d'ailleurs ils ont pris le même nom que leur jeu, hein, c'est certainement un jeu qu'ils vont chercher à développer au fur et à mesure, j'imagine, si celui-ci en tout cas marche, hein, si la campagne d'origine marche, et pour l'instant sans aller jusqu'à dire qu'elle marche du feu de Dieu. Bon, ça marchouille pas mal, puisqu'on est à 225 contributeurs, le projet est donc relativement largement financé, 26 jours avant la fin de la campagne, et comme vous pouvez vous en douter avec la seule illustration que vous voyez ici, Kugo c'est essentiellement un jeu de dextérité, ou en tout cas ils prennent ça comme un kit de création de jeux de pichenette. Donc on peut certainement imaginer des extensions à venir, et certainement aussi un certain niveau de créativité de la part des joueurs eux-mêmes, qui pourront du coup créer des parcours, peut-être des règles spécifiques pour tel ou tel parcours de Kugo. Build, flick, play, c'est écrit sur le côté de la boîte ici, donc construisez, pichenettez, ça n'existe pas, et jouez, donc en gros vous allez faire des parcours, et à partir de là, à base de pichenette, vous allez devoir essayer de l'emporter. C'est pour des parties de 5 à 45 minutes, tout dépendra du parcours bien évidemment, pour 1 à 6 joueurs, et pour 6 à 99 ans, je pense qu'à 100 ou 101 ça peut se jouer à peu près, même si Parkinson n'aidera certainement pas des masses. Voilà, pour le reste, c'est fait en bois, donc c'est relativement joli, hein. Visuellement ça donne envie en tout cas d'essayer, ça c'est déjà pas si mal, moi qui suis pas fan de jeux de dextérité, et en plus de ça la présentation est plutôt pas mal, c'est peut-être un petit peu un puzzle pour le ranger après, mais bon, en soi ça peut avoir son intérêt. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce petit projet qui est donc Kugo, que je trouve relativement intéressant pour les joueurs amateurs de jeux de dextérité, ce qui n'est pas mon cas. Mais ceci dit, je trouve que l'idée est plutôt bonne. Il y a quand même plein de possibilités à aller imaginer, à laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Pour ce qui est du pledge de base, il est ici à 29 livres, donc environ 35 €. Ensuite on a Kugo Play à 58 €. Là par contre j'aurai un peu de mal à vous dire la différence entre les différents pledges. J'imagine que c'est le nombre peut-être de pièces à l'intérieur, peut-être que Tricks, le standard, a moins de pièces, moins de possibilités. D'ailleurs il y a seulement 4 backers dessus. Kugo Play qui est un peu plus conséquent et qui coûte beaucoup plus cher, il y a 34 backers. Ensuite on a le bundle, donc qui vous donne l'accès aux deux pour 89 €, par contre ça coûte un petit peu plus cher, 12 backers seulement. Alors du coup quel est ce pledge qui a attiré tant de monde, puisque je rappelle qu'on a quand même 200 backers. C'est ici, ah bah c'était des early bird, ok, donc le standard est quand même à 50 backers, et le Play était à 50 aussi. Ok, c'était des éditions peut-être limitées à 50. Oui, ça, le stock épuisé. D'accord. Au-delà de Early Bird, où on dit que c'est plutôt un jour, 2 jours, etc. Là, ça a l'air d'être plutôt... Oui, First 50, c'est écrit ici d'ailleurs. C'était une quantité limitée. Donc du coup, c'est toujours un petit peu le risque des Early Bird aussi. Parce que là, on se dit la campagne pour un premier jeu, pour un primo-éditeur, qui plus un jeu de dextérité, bah, ça commence plutôt pas mal. Mais en réalité, c'est toujours un peu le risque du Early Bird. C'est-à-dire que là, vous avez proposé ce pledge donc, de Kugo Play à 53 € pour 50 personnes.
Et pour les personnes suivantes, ça va être à 58, donc on a l'impression d'avoir raté un petit peu le navire, donc c'est toujours un sentiment un petit peu désagréable. Enfin bon, vous me direz ce que vous pensez de cette pratique éventuellement. Voilà donc pour ce qui est de Kugo, 225 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Avec un nombre de backers relativement similaire, Backpack Panda est également financé. Il s'agit ici d'un très joli jeu, visuellement parlant, il envoie plutôt du pâté, un très joli jeu de déduction sociale, ceci dit, ça peut peut-être éventuellement faire fuir certaines personnes également. C'est pour des parties de 30 à 60 minutes, pour des groupes de joueurs allant de 4 à 8 personnes, donc il faudra forcément aussi cette configuration minimale qui pourra en repousser d'autres également. C'est pour 14 ans et plus. Pour l'instant, il y a 264 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne. Campagne qui est donc financée avec presque 13 000 € d'engrangés à ce jour. Ça nous vient de BPK Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Et c'est un jeune éditeur qui nous vient d'Italie et plus précisément de Turin. Et donc dans Backpack Panda, comme dans beaucoup de jeux de déduction, vous allez avoir plusieurs factions, les Dark Panda, les Light Panda, et il y en a encore d'autres que j'ai pas ici, mais qui seront peut-être plus bas, hein, je ne sais plus. Et en fait, vous allez devoir déterminer un petit peu qui est qui, avec un système d'élimination, avec un système de collecte de ressources également, et vous allez devoir faire gagner votre faction tout simplement en obtenant suffisamment de ressources ou en éliminant les autres joueurs autour de la table. En tout cas, on peut aussi signaler la présence d'un très très beau matos. La qualité de production de Backpack Panda est vraiment plutôt classe, hein, avec des petits plateaux que vous voyez ici, avec des jolies cartes, avec des couleurs assez vibrantes, comme on dirait en anglais, mais assez luxuriantes. C'est plutôt très joli. La thématique m'a l'air complètement absente, hein, mais bon, comme c'est souvent le cas dans pas mal de jeux, hein, je vais pas jeter la pierre sur Backpack Panda, d'autant que jeter une pierre, une caillasse à la tronche d'un panda, c'est pas très moral, on est d'accord, hein, mais en tout cas, c'est plutôt bien produit, c'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez de ce point de vue-là. En tout cas, je trouve que ce jeu est plutôt réussi dans le sens où il attire un petit peu le chaland, malgré tout. Après, ça reste un jeu de déduction sociale, à vous de voir si ça peut vous plaire. L'édition standard est à 36 €. Et l'édition exclusive Kickstarter est à 49 €. Qu'est-ce qu'elle vient rajouter de plus? Je vois qu'il y a le même nombre de personnages, le même nombre de ressources, le même nombre d'effect cards. Oui, juste un expansion pack. Ok, il y a une extension avec 26 cartes de compagnons, qui donc ajoute un nouveau mécanisme au jeu. Un dé de compagnon, une pièce de compagnon, et puis également un jeton de premier joueur. Donc un petit peu d'effet de deluxification. Aussi d'ailleurs on voit que la boîte est un peu spécifique à cette édition Kickstarter. Plus jolie en termes de couleurs, peut-être un peu moins original que la boîte d'origine en termes de design à proprement parler. Mais en tout cas, le projet est plutôt charmant visuellement parlant, comme vous pouvez le voir ici. Si vous êtes amateur de jeux de déduction sociale, ça pourrait potentiellement vous plaire. Voilà donc pour Backpack Panda, 264 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Alors celui-ci, je dois être tout à fait honnête et vous le confesser, je le découvre en même temps que vous, pour la simple et bonne raison que je ne me suis jamais intéressé, j'ai jamais réussi à m'intéresser à des jeux tels que le loup-garou, et là, bon, c'est en est un, Werewolf in the Dark, littéralement les loups-garous dans l'obscurité. Donc j'imagine que vous partez sur un jeu de loup-garou, tout ce qui est plus classique, bon, avec certainement des petits twists pour justifier la présence d'un jeu avec, comment dire, j'ai un titre différent, hein, gros. Et pour l'instant, le jeu, en plus, se porte plutôt bien, soyons honnêtes, hein, 78 000 $ d'engrangés, donc 1250 backers approximativement, 25 jours avant la fin de la campagne. On est sur un hide and go seek, donc en gros un jeu de cache-cache plus ou moins, dans un jeu de déduction sociale relativement connu, en tout cas pour ce qui est de sa base de gameplay, donc les loups-garous. Après voilà, je ne sais absolument pas ce que ça vient rajouter comme mécanisme supplémentaire par rapport à un jeu de loup-garou, tout ce qui est de plus classique. Mais ceci dit, si on en croit ce que dit Quinn de Shut Up and Sit Down, qui est un très gros, une grosse équipe de youtubeurs jeux de société anglais, chaîne très très fun, allez découvrir si vous ne connaissez pas encore et que vous parlez suffisamment bien anglais. Il avait l'air de dire que le jeu avait l'air d'être vraiment très très cool, que c'était une des meilleures expériences de jeu qu'il avait pu avoir ces derniers temps. Donc bon, malgré tout, il y a peut-être suffisamment de nouveautés pour rendre le projet hyper intéressant. Et alors vous vous doutez bien que ils étaient bien obligés de faire une photo comme ça, in the dark,
Hein, voilà. Est-ce que du coup on est obligé de jouer dans le noir? Ça pourrait être super fun, ceci dit. Effectivement, ça rajoute un petit peu d'immersion, un petit peu de fun à ce jeu, de pouvoir y jouer dans le noir. Ça peut être assez intéressant, mais du coup, comment vous lisez le texte si c'est le cas? Encore une fois, je vais le découvrir avec vous. Hein. Je sais pas si c'est obligatoire de jouer dans l'obscurité, j'imagine que non. Après, si vous avez toute une lumière, bon, les cartes restent lisibles, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même assez marrant sur le papier. C'est juste que je me suis jamais intéressé à des jeux tels que le Loup-Garou, parce que je suis pas trop jeu de déduction, ce genre de choses là. Je suis pas trop jeu d'élimination non plus, mais ceci dit, il a l'air d'être assez drôle sur le papier. Voilà donc pour ce qui est du jeu. Pour ce qui est des pledges, on en a un à 30$, c'est Pick One, donc vous prenez soit l'un soit l'autre, il y a 2 éditions apparemment. Get Both, donc les deux à 50$. Get Everything, 100$ pour ajouter à Werewolf in the Dark Russian Roulette World Championship, Two Rooms and a Boom, et puis That's Lemonade. Ok, 500 pour avoir la totale, plus également un truc gravé à la main. Sur du bois, ok, assez classe, allez voir, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà ma foi, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près pour Werewolf in the Dark. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, je ne sais pas exactement en quoi c'est différent d'un jeu de loup-garou, tout ce qui est de plus typique, mais ça fait plutôt un joli succès actuellement sur BackerKit avec 1250 backers, 25 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci en revanche se prend une patate de forain au niveau de la jugulaire. Il s'agit de Monster Mosh Pit. 49 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, on est à peine à 2000€ sur 8000 nécessaires. Autrement dit, ça risque d'être un petit peu compliqué pour ces monstres d'aller chercher le seuil de financement. C'est le premier projet de Dylan Stoll qui nous vient des États-Unis. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes dans lequel vous allez incarner des monstres au sein d'un concert de rock en gros. Je souligne quand même au moins l'originalité de la thématique. Je trouve que visuellement, sans être époustouflant, c'est plutôt pas mal. Pour être un projet, un primo-projet relativement amateur, j'imagine, c'est pas si mal que ça. Après, pour le reste, je suis pas hyper convaincu par l'univers et par la thématique, moi, mais au moins je souligne quand même l'originalité. Après, au-delà de ça, de quel jeu s'agit-il, me demanderez-vous peut-être. C'est un jeu fondamentalement de placement de cartes, et également de set collection, on va dire. Au-delà de ça, je sais pas vraiment ce qu'il en sera de la qualité du jeu. Je pense qu'en plus de ça, il va y avoir de grosses difficultés à financer. Et si jamais c'est le cas, vous allez avoir quand même pas mal de difficultés à le choper en France, si ce n'est via un bac durant cette campagne. Donc ce sera peut-être, même probablement, la seule manière de mettre la main dessus. Donc c'est fan de monstres en tout genre et de concerts de rock. Bon, ça peut être éventuellement une idée intéressante malgré tout. Voilà donc pour Monster Mosh Pit, petit jeu de cartes stratégiques de placement et de collection qui actuellement a séduit 50 backers 26 jours avant la fin de sa campagne. On enchaîne sur un jeu qui marche plutôt étonnamment bien sur Kickstarter actuellement, compte tenu de la mocheté objective du bordel. 640 contributeurs actuellement pour Nuclear Destruction, un jeu qui est pas si récent que ça, même s'il fait l'objet d'une nouvelle campagne sur Kickstarter, puisque vous le voyez, ça a commencé il y a 20 ans. Il y a d'ailleurs un petit historique un peu plus bas, voilà ici, c'est même plus vieux que ça en réalité. On avait Mr. B Games qui avait commencé en 1980 avec Nuclear War, puis Nuclear Escalation, Nuclear Proliferation, Nuclear War, et puis maintenant finalement en 2024 on revient avec Nuclear Destruction. Il a un problème avec la bombe atomique, le créateur de cette série. Ça me semble clair. Bon, en même temps, que voulez-vous que je vous dise, il a l'air d'avoir aussi un problème avec la direction artistique, parce que c'est quand même objectivement assez vilain. C'est pas très joli, mais en tout cas, ça attire quand même suffisamment de backers pour faire l'objet d'une mention dans le menu crowdfunding. Un jeu de cartes, de placement de cartes avec différents effets à appliquer. Les cartes elles-mêmes sont pas très jolies. Le plateau lui-même n'est pas très joli non plus. Je suis vraiment pas du tout convaincu. Je suis pas du tout le cœur de cible de ce type de projet, vraisemblablement. Que je trouve pas idéalement présenté sur la page non plus d'ailleurs. Est-ce que c'était même livré en Europe? Oui, si c'est quand même livré en Europe. Là-dessus, vous pouvez éventuellement vous faire plaisir avec de la destruction nucléaire, si c'est votre truc, éventuellement. D'ailleurs, pour les pledges, c'est ici que ça se passe. 39
pour le pledge Son of Super Germ qui vous donne accès donc à Nuclear Destruction. Sinon vous avez aussi Now and Later Super Germ à 69. Qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Ma foi, visuellement je ne vois pas de différence à part ça. Nuclear War, peut-être une copie de leur jeu précédent, aucune idée. Voilà donc pour ce qui est de Nuclear Destruction, pas de VF ceci dit en plus, donc ça devrait pas intéresser quand même grand monde de notre côté des frontières, disons, hein, en Belgique, en France, en Suisse francophone ou que sais-je encore. 32 jours avant la fin de la campagne, en tout cas le jeu se porte plutôt bien avec 638 contributeurs et 27 600 € d'engrangés. Et ma foi c'est tout pour les entrées de la semaine, on va maintenant pouvoir attaquer les plats de résistance. Et le premier plat de la semaine, c'est de la gastronomie française, messieurs dames. Vous pourriez être amené à penser que c'est du Tex-Mex parce que ça parle de Zorro, mais non, ça nous vient de Rennes, de Double Combo Games, que vous connaissez peut-être pour Mage Noir ou Mage Noir, comme on pourrait le dire en anglais. Et donc, ils nous reviennent avec cette fois-ci un projet radicalement différent dans l'univers de Zorro, un jeu coopératif qui plus est, c'est pour 1 à 4 joueurs, et pour l'instant, il faut bien avouer que bon, le départ est pas mauvais, mais c'est quand même un poil décevant, puisque pour rappel, Double Combo Games avait quand même fait plutôt un bon résultat avec Mage Noir à 2 reprises. Bon, la première campagne avait été annulée, mais si on regarde rapidement les 2 campagnes suivantes pour Mage Noir, la première avait fait quand même 2612 contributeurs, très beau résultat pour un projet français, primo-éditeur qui plus est. La suite avec des extensions, si je me souviens bien, ouais, 6 nouvelles extensions, avait fait quand même 1200, ce qui est quand même pas mal, même si, bon, il y a quand même 2 fois moins de contributeurs que lors de première campagne, c'est toujours un tout petit peu inquiétant, mais bon, admettons. Et là, ils nous reviennent avec The Secrets of Zorro, avec 150 contributeurs en fin de première semaine de campagne. 13 jours avant la fin de cette dernière, si on arrive à atteindre 500, 600... en termes de progression, c'est à peu près ce à quoi on peut s'attendre, j'imagine. Ça reste, j'imagine, en tout cas, un peu décevant pour un projet qui, en plus, visuellement est plutôt joli, en plus, hein, c'est dommage. Et donc, parlons un peu plus de ce projet, justement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu coopératif. Vous avez un plateau qui représente la région dans laquelle, enfin, je crois que c'est le Mexique, Nouveau-Mexique, j'ai oublié, dans laquelle vit Zorro. Mais après, c'est pas Zorro, c'est les descendants, on va dire, de Zorro, ses disciples, on va dire. Et vous allez essayer de renverser, tout simplement, le gouverneur. Vous avez une phase de jour, une phase de nuit. Une phase de jour où vous êtes un petit peu, comment dirais-je, incognito, et une phase de nuit où vous incarnez vraiment les justiciers. C'est donc pour 1-4, pour 45 à 60 minutes la partie, pour 10 ans et plus, donc ça en fait un jeu relativement accessible, et bien sûr c'est disponible en version française, là-dessus vous vous en doutez. D'ailleurs, je ne vais pas parler trop longtemps du jeu, parce que vous voyez ici, cliquez le drapeau pour voir la campagne en français. En gros, c'est un peu comme pour Ulule, vous n'avez pas tellement besoin de moi pour en apprendre plus concernant The Secrets of Zorro, puisque vous avez la totalité du jeu en VF sur le site internet de l'éditeur. Résumé rapidement, hein, coopérer en tant qu'héritier de Zorro pour renverser le gouverneur avant qu'il achève son plan machiavélique. Faites preuve de ruse, accomplissez des faits héroïques et entraînez-vous au combat avec les leçons que Zorro vous a apprises et les secrets qu'il vous a laissés. Battez-vous pour la justice comme il l'a fait avant vous. Voilà, donc récoltez des informations, tentez une embuscade, combattez des soldats et finalement destituez le gouverneur. Le tout avec une petite extension, l'espoir du peuple, qui vient également ajouter un petit peu de profondeur de gameplay. Vous avez un pledge à 33 €, donc c'est quand même très accessible. En même temps, le matos c'est pas non plus luxuriant, faut quand même être honnête. Mais donc 33 € pour le pledge de base de The Secrets of Zorro, avec le contenu que vous pouvez apercevoir ici, avec des standees pour chacun des héros que vous pourrez incarner. Ensuite, on a Hero of the People, 49 €, donc c'est également la même chose, mais avec donc l'extension que j'ai mentionnée tout à l'heure ici, donc l'espoir du peuple. Et puis ensuite on a le All-in Collector Box à 160 boules, bon là par contre ça coûte un bras, mais il y a quand même le jeu livré dans une sorte de coffre collector avec des pièces d'or en métal plutôt que en carton, donc aspect de deluxification assez prépondérant dans ce niveau de pledge, et puis également des standees de nobles déguisés pour pouvoir utiliser ces standees là en journée, et les standees de super justiciers de la nuit pour la phase de nuit justement. Voilà, ensuite il y aura aussi un néoprène pour ce niveau de pledge également.
Pour le reste, vous trouverez pas mal de vidéos en VF, bien sûr, pour accompagner la campagne. Ceci dit, on va revenir également brièvement sur la page anglophone pour ce qui est des frais de port, parce que je me souviens plus si c'était présent sur la page en français. Bref, aucune importance. Pour le Canada, 30 $ canadiens, pas américains, pour le pledge de base ou celui avec l'extension, 35 si vous prenez le all-in avec la boîte collector. Pour l'Union Européenne, Belgique et France, ce sera même Monaco aussi d'ailleurs, 15 € ou 20 pour la collector box. Pour nos amis suisses, 22,27. Pour nous qui sommes au Japon, ce serait 29,40 éventuellement. Et ma foi, c'est tout pour The Secrets of Zoro, qui nous vient de la même compagnie que Mage Noir, même si pour l'instant, ça se passe quand même beaucoup moins bien. J'arrive pas à le sortir celui-là. Fondamentalement, dès que ça dépasse 3 syllabes, je suis perdu. Fondamentalement, il a l'air quand même d'être relativement sympa, donc c'est un petit peu dommage de le voir galérer un petit peu sur Kickstarter actuellement. 13 jours avant la fin de la campagne, 150 contributeurs pour l'instant. On enchaîne avec le nouveau projet de Simon, avec un des pires trailers que j'ai vu ces derniers temps. J'ai failli choper une crise d'épilepsie en regardant le trailer de Degenesis Clan Wars, qui en plus de me filer une crise d'épilepsie, ne m'a pas appris grand chose sur le jeu, donc il faut explorer la page de campagne pour en apprendre un petit peu plus, parce que le trailer en lui-même, voilà, vous avez un gars qui crie, avec un petit peu de musique électronique plutôt ringarde, mais bon, c'est encore autre chose. Degenesis Clan Wars, donc le nouveau projet de Simon, qui pour l'instant, bon, c'est pas à cause du trailer, mais honnêtement, déçoit pas mal, puisque Simon nous habitue quand même pas du tout à faire moins de 1000 backers. 1000 backers, généralement, c'est un chiffre qui est atteint en l'espace de 3 heures sur une campagne de Simon. Là, en l'espace de 3-4 jours, ils l'ont pas encore atteint. Donc, ouais, c'est quand même un petit flop du côté de chez GameFound pour Degenesis Clan Wars, 14 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, 700 backers, ça a suffi pour engranger 180 000 $. Donc vous vous doutez bien que les pledges vont pas être donnés. Mais en même temps, c'est un éditeur dont le nom est littéralement elles sont cool mes miniatures ou pas? Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir du kilo plastique, et donc ça coûte cher. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, c'est un jeu d'escarmouche pour des parties d'environ 90 minutes. Dans un univers sci-fi, ça peut être coopératif comme compétitif, et il y aura bien sûr des compétences asymétriques dans tous les sens. En tout cas, on peut reconnaître que visuellement, ça présente plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y a une IP, comme on dit, donc une propriété intellectuelle, une licence d'origine. J'imagine que c'est une collaboration entre Simon et un truc que j'arrive pas à lire. Comment c'est censé se lire ce truc-là? Je sais pas, c'est ça le truc d'avoir un logo illisible. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est derrière une IP, donc une licence, certainement peut-être de jeux vidéo, quelque chose que je ne connais pas. Donc, on continue, voilà, les miniatures. Oui, il va y avoir masse de miniatures, il va y avoir du kilo plastique, si vous en voulez, il y en aura pour tous les goûts. En tout cas, c'est relativement joli, c'est comme toujours avec Simon, plutôt de la très belle qualité en termes de qualité de production justement, en termes de qualité des mécanismes, ça c'est encore potentiellement autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas pour ce qui est des miniatures, de la qualité de production de manière générale, c'est quand même très très joli. Et pour le reste, je suis toujours un petit peu embarrassé dès lors qu'il s'agit de traiter une campagne pour un jeu d'escarmouche, parce que j'y joue pas, et que du coup j'ai toujours un petit peu de mal à déterminer ce qui peut éventuellement différencier un jeu d'escarmouche d'un autre, parce que étant pas du tout connaisseur, pour moi c'est essentiellement des maps avec différentes, c'est pas des tuiles mais différentes régions sur lesquelles on va être amené à se déplacer et s'attaquer les uns les autres à base de petits mouvements de déplacement et ensuite d'utilisation de cartes pour se foutre sur la tronche avec des personnages asymétriques, mais c'est à peu près tout ce que je peux vous dire parce qu'en réalité je n'y connais que dalle en jeu d'escarmouche. Voilà, bon pour le reste au moins vous êtes sûr que, bon avec Simon vous partez sur un truc relativement digne de confiance en termes de qualité de production, le jeu sera livré, il n'y aura probablement pas de soucis là-dessus. Après encore une fois pour le reste, aucune espèce d'idée. On va aller voir quand même les niveaux de pledge, parce que vraiment je ne pourrais pas vous dire plus que ça, même si on voit ici quelques éléments de gameplay de ci de là, avec des items en tout genre, avec des cartes d'action bien sûr, des cartes de potentials également, qui sont des compétences un petit peu uniques et situationnelles pour chacun de vos personnages. Bon, vraiment, on voit des éléments de gameplay, mais au-delà de ça je suis quand même perdu, parce que c'est pas du tout un type de jeu que je maîtrise, clairement. Voilà, les pledges.
Le pledge qui est mis en avant, c'est celui-ci, le Apocalypse Deluxe à 245 $, qui vous apporte tout le gameplay possible. Donc c'est la boîte de base, plus toutes les extensions de gameplay. Mais donc de gameplay, il y aura de la deluxification, il y aura des pledges plus chers que le Apocalypse Deluxe, vous vous en doutez bien. Donc c'est le jeu de base, plus le 3D Terrain Expansion, donc pour ajouter un petit peu d'immersion, et puis le Operatives Expansion, qui vient, j'imagine, ajouter de nouveaux clans, j'imagine. Ensuite, si vous voulez uniquement le pledge de base, c'est celui-ci, Frontline Recruit, à 125 $. Et pour l'instant, vous voyez que c'est les seuls pledges que l'on peut voir, mais je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais en l'état, pour l'instant, on nous dit All Gameplay Expansions, donc je me demande si avant la fin de la campagne, alors soit ce sera uniquement 2 nouvelles extensions de gameplay qui seront ajoutées et qu'on aperçoit ici avec des points d'interrogation, et c'est tout, soit il y aura des niveaux de pledge avec de la deluxification en plus, et donc de nouveaux pledges disponibles. Je ne sais pas, il y a déjà quand même du 3D Terrain Pack ici. Peut-être qu'il y aura vraiment que de niveau de pledge, à voir. Je crois que juste un truc par curiosité. Oui, si, c'est ça. Ok. Ok, on continue. Vous avez déjà, bien sûr, un match de stretch goals à aller débloquer. Bon, pour l'instant, la campagne se déroulant de manière assez décevante. Je ne sais pas si ça va bien se passer au niveau des stretch goals. Mais a priori, c'est plus basé sur du journalier et pas des sommes à aller débloquer. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est juste un stretch goal journalier, donc il n'y a pas de relation avec les sommes engrangées. Tant mieux, parce que vu que la campagne se passe pas super bien, ils auraient peut-être galéré un petit peu pour ajouter du profondeur de gameplay. Ensuite, en add-on, on peut prendre un deck de tarot à l'effigie du jeu. Bon, avec ça que son univers assez particulier, ça peut donner potentiellement envie. Voilà, pour le reste, un petit aperçu des personnages et des miniatures qui vont avec. Et là, encore une fois, c'est vrai que c'est du très beau boulot, hein. Les miniatures donnent envie. Les personnages sont relativement charismatiques. Là, Pluto, j'aime beaucoup l'allure qu'il a, par exemple. Donc oui, ça pourrait donner envie. Pour tous les amateurs éventuellement de jeux d'escarmouche, j'imagine que c'est un projet qui doit être relativement intéressant. Il y a même un personnage avec un nom de voiture. Nahadir, Bassari, ouais, ils sont quand même relativement classe, tous ces personnages. La page de campagne est inutilement longue, hein, je vous fais dérouler, j'en étais à peine au tiers avant que je ne commence à faire dérouler comme je le fais actuellement. Donc ça aussi, c'est un truc qui m'attire pas trop dans les campagnes. Alors c'est vrai que on est toujours un peu déchiré, tourmenté entre l'envie d'en savoir plus à propos d'un projet quand ça nous intéresse et la volonté de ne pas passer 1 heure sur une page de campagne. Donc ouais, là pour le coup, les campagnes qui sont vraiment trop longues, ça a tendance à me saouler. Aussi peut-être par ce biais cognitif qui fait que moi je passe du coup pas mal de temps sur chaque campagne avant de pouvoir en parler semaine après semaine, et qu'il y a généralement au moins une vingtaine de campagnes par semaine. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas envie de voir des campagnes trop longues. Quoi qu'il en soit, le shipping, voilà, on y arrive, c'est ici. Pour le Canada, voilà, c'est ici, 47 $ pour le Recruit, 68 pour le Apocalypse. Ça fait cher les frais de port. Pour l'Union Européenne, c'est 35,46 ou 44,57 si vous ne faites pas partie de l'Union Européenne, typiquement la Suisse par exemple. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 56,84 de frais de port, malgré le fait que nous soyons voisins du pays où la production s'opère. Voilà donc pour Dead Genesis Clan Wars, qui pour l'instant est quand même plutôt une déception, j'imagine, pour Simon. 730 backers, 14 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur un projet pour lequel j'ai longuement hésité. Aurais-je dû le placer dans les desserts? Ai-je bien fait de le mettre, dans les plats principaux? Ma foi, si je ne devais, comment dirais-je, répondre qu'à mon propre intérêt personnel, je l'aurais peut-être mis dans les desserts, parce que Stupor Mundi est vraiment super intéressant sur le papier. C'est typiquement le genre de jeu qui m'intéresse sur les plateformes de crowdfunding, un jeu qui a l'air d'être vraiment pile poil dans nos cordes à Xavier et à moi-même en termes de complexité aussi. Donc Stupor Mundi m'intéresse quand même pas mal, et en plus de ça, vous le voyez ici, il y a un petit drapeau français, donc oui, Stupor Mundi sera disponible en VF durant cette campagne GameFound, qui pour l'instant a recueilli 1152 backers, 14 jours avant la fin de la campagne, 110 000 € d'engrangés. Et ma foi, ce nouveau projet de Queen Games, éventuellement pour ceux qui ne connaissaient pas, attention, j'ai dit Queen
Games, avec un petit D à la fin. Ce n'est pas Queen Games, hein, ce n'est pas l'éditeur qui nous pond 57 campagnes annuelles, c'est Queen Games qui nous a proposé notamment Carson City, entre autres. Et donc, on revient sur la page de Stupor Mundi, 1150 backers. C'est un jeu qui va vous placer dans le 13e, Frédéric. Ouais, 13e, ça devait être quelque part, je crois. 13e, 12e, je ne sais plus. Ouais, 13e siècle. Ouais. 13e siècle, à l'époque de Frédéric II, donc le Saint-Empereur l'empereur du Saint-Empire romain à l'époque, et puis roi d'Allemagne également, enfin de ce qui était l'Allemagne à l'époque. Et donc, de base, vous avez une boîte assez particulière. Voilà, il y a un mec qui est en train de tronçonner des arbres pas très loin. Sympatoche. Voilà, et à mon avis on est parti pour un quart d'heure. Donc je vais juste faire en sorte de parler plus fort que sa tronçonneuse. Heureusement, je suis plus proche du micro qu'il ne pourra jamais l'être. Mais il fait chier quand même. Oh. Bon, enfin bon, je vais pas lui gueuler non plus. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est par des parties de 90 minutes, bien sûr avec cette thématique historique que vous voyez ici. Ouais, il présente ça comme du deck building, c'est quand même un peu plus que du deck building, mais oui, c'est vrai que c'est en partie du deck building. C'est un jeu compétitif avec donc cette boîte assez particulière qui prend un petit peu l'allure d'un volume d'une encyclique, on va dire, très aspect vieillot mais classe malgré tout. Vous verrez que la boîte de base, l'édition standard, on va dire, qui sera amenée à être en boutique, n'aura pas la même allure. Je préfère quand même celle-ci parce que au moins il y a une vraie, comment dirais-je, unicité, une vraie particularité, une vraie originalité dans l'approche artistique de cette boîte que l'on pourra prendre uniquement, je crois, pendant la campagne GameFound. En boutique, ce sera un peu différent, on le verra par la suite. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour 1 à 4 joueurs, des parties relativement longues, attention, 1h30, 2h30, hein, 90 à 150 minutes, c'est un poil long, et voici un petit peu l'allure que ça pourra avoir sur votre table. Le jeu est quand même plutôt classe, ça fait un petit peu penser, visuellement, hein, je pense pas du tout au mécanisme quand je parle de ça, mais visuellement un petit peu penser à du Yano Tool, je sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. J'arrive pas à lire le nom, mais je vois que c'est pas ça. Donc c'est pas lui. Mais en tout cas, en termes d'approche visuelle, je trouve que ça fait un peu penser à ça. Donc le plateau central, les plateaux individuels, et puis une sorte de plateau central d'accès, enfin une sorte de rondelle, comme on appelle ça en anglais. Alors, donc on continue. Vous allez incarner des vassaux de Frédéric II. Et vous allez être dispatché un petit peu dans différents territoires de l'Empire et vous allez devoir essayer de justement gagner en influence, en prestige auprès de Frédéric II en développant votre région, la région qui vous est attribuée en gros. Pour ce qui est du niveau de pledge, vous avez ici le Vassal Edition, donc l'édition vassale à 59 €. Alors par contre attention, ici à droite, ils nous mettent toujours le MSRP de la version une fois en boutique. Je pense que là, on a un petit peu gonflé artificiellement le prix en boutique, donc qui est le MSRP, pour faire penser que le prix durant la campagne est vraiment intéressant. Jamais la version vassale sera vendue à 100 € en boutique, il n'y a pas moyen. On verra le contenu en termes de composants, non, ça ne sera pas vendu à 100 €. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Le Vassal Edition, 59 € durant la campagne. À mon avis, effectivement, le discount est intéressant, mais à mon avis, ce sera plutôt de l'ordre de 75, 80, quoi, quelque chose comme ça. Et donc bien sûr dans la campagne il y a aussi les frais de port à prendre en compte, donc finalement c'est plus aussi intéressant, vous vous doutez bien, et du coup l'intérêt de faire gonfler un petit peu quand même à mon avis artificiellement le MSRP. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des éléments absolument magnifiques en termes de deluxification qui peuvent justifier le 100 € en MSRP, mais ça m'étonnerait quand même un petit peu. Quoi qu'il en soit, 59 €, 59 €, ça veut rien dire, 59 €, c'est donc le jeu de base, mais également avec deux extensions que vous voyez ici, Postponed Crusade et Imperial Projects. Ensuite, vous avez la version Baron, à 69 €, donc 10 € de plus, et qui vient remplacer les éléments de bois par des éléments de PVC, donc de plastique, donc de miniature,
pour les différents châteaux par exemple. Pour le reste, le contenu de gameplay est le même. Ensuite, on a le Count Edition, 89 €. C'est la même chose que la Baron Edition, mais avec le Sun Drop, donc l'effet de la vie sur les miniatures. Ça rajoute quand même 20 €, c'est pas donné hein, pour cet ajout, mais bon, le Sun Drop, c'est quand même hyper classe. Ensuite, en add-on, on pourra prendre des pièces de métal à 20 €. On pourra aussi prendre une mini-extension Frederick Sons et Gates, donc des mini-extensions à 5 €. Pour rappel, le projet sera disponible en version francophone. Et ensuite, on va passer brièvement au How to Play. D'abord, au début de votre tour, vous allez choisir de vous déplacer sur ce mécanisme de rondelle que j'ai mentionné préalablement. Le premier déplacement est gratis. Chaque déplacement qui fait suite à ce premier déplacement devra être payé en revanche par une pièce qui s'appelle Augustalis, apparemment. C'est la monnaie du jeu. Et donc ça va définir le marché auquel vous avez accès, ainsi que les alliés et les cartes d'action auxquelles vous aurez accès, puisque c'est la facette de deck building, hein. Vous aurez des cartes ici et ici, des petites encoches, et donc vous aurez accès à des cartes supplémentaires. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller pour accéder à quel marché, pour accéder à quels alliés, etc. Ensuite, vous allez devoir accomplir une action sur votre plateau personnel. Vous allez pouvoir jouer une carte face, comment dirais-je, visible pour avoir accès à l'action qui se trouve sur la carte, ou bien face cachée pour avoir accès à une des deux actions désignées par les lances qui se trouvent au dos de la carte. Donc l'action ici ou l'action ici. Assez bien pensé en termes de graphic design, donc d'utiliser le dos de la carte comme un élément de gameplay. Ensuite, les 5 actions principales du jeu, vous pourrez aller faire comment dirais-je, évoluer vos spécialistes, puisque vous aurez 3 spécialistes que vous pourrez donc rendre de plus en plus efficaces, de plus en plus intéressants au cours de la partie. Ensuite, vous pourrez aller faire du commerce avec les locaux en achetant ou en revendant des ressources pour vous aider à construire des structures. Les structures, vous allez construire ici d'ailleurs, vous allez donc ajouter des éléments de structure au fur et à mesure de votre partie pour aboutir à des châteaux avec une enceinte, avec un peu plus de tronches, etc. Donc ça aussi, ça va vous donner pas mal de points de victoire, vous vous en doutez bien. Ensuite, vous pourrez, comment dirais-je, invoquer, entre guillemets, des alliés et que vous allez ajouter sur votre plateau directement dans des espaces de double épaisseur qui vont vous apporter eux aussi des points de victoire en fonction de ce que vous réussirez à accomplir. En fait, ils vous apportent des, comment dire, des conditions d'obtention de points de victoire, en gros. Ensuite, obtenir des cartes d'action ou des cartes d'alliés, en gros, là encore, relativement intéressant, puisque ça va ajouter avec le deck building de nouvelles opportunités pour la suite de la partie. Et puis ensuite, il y a aussi donc les 2 extensions qui sont directement incluses dans le Master Print Edition, donc l'édition de GameFound, quel que soit le pledge que vous choisissez. Postpone Crusade, donc la croisade repoussée, on va dire, avec donc le pape Honorius III qui vous encourage à mener une croisade, et donc ça va vous ajouter des actions de base supplémentaires, donc encore plus de profondeur de gameplay. Et puis ensuite, The Imperial Projects, où là, Frédéric II vous encourage, même pas vous encourage, vous ordonne en fait de participer à la construction de grosses méga-structures qui vont vous rajouter des grosses sommes de points de victoire en fin de partie si vous réussissez à les accomplir, bien sûr. Sachez d'ailleurs que vous pouvez déjà tester le jeu sur Board Game Arena, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour ceux qui voudraient se faire un petit peu la main et voir si c'est un jeu qui pourrait leur plaire. Vous pouvez aussi télécharger le livret de règles ici pour ce qui est du jeu de base, ensuite les 2 extensions ici et ici, mais c'est certainement, j'imagine, en version anglais, ouais c'est ça, c'est écrit IN dans le lien, donc oui c'est en version anglaise uniquement à mon avis. Et donc le BGA que vous voyez ici, qui a l'air d'être relativement lisible, ce qui n'est pas toujours le cas sur BGA, donc là ça a l'air d'être relativement lisible. Voilà, ensuite les rewards, hein, je repasse rapidement dessus, hein. 59 c'est le pledge de base avec les éléments en bois, 69, donc 10 € de plus pour avoir accès au PVC, cette fois-ci miniature en plastique, et puis ensuite vous allez ajouter encore 20 € de plus pour le Sun Drop, donc le lavis sur les miniatures. Ensuite, à 150, c'est du pledge retailer, donc pour les boutiques. Et puis ensuite, vous avez aussi à 500 € minimum des pledges groupés. Donc c'est pour 6 copies, je crois. Ouais, c'est ça, 6 copies du jeu. Donc c'est le moment éventuellement de faire des économies sur les pledges groupés.
Ensuite, il y aura bien sûr tout un tas de petits stretch goals à aller débloquer. On a par exemple déjà débloqué l'aspect de surbrillance du titre, de certains éléments de la boîte un petit peu goldé. C'est plutôt joli. Des nouvelles tuiles d'emplacement, de nouvelles tuiles de cité, etc. Donc on va progressivement aller enrichir un petit peu le jeu. En add-on, les pièces de métal, les pièces de bois pour les navires et les spécialistes. Ok. Et puis donc la mini-extension que j'ai mentionnée tout à l'heure, hein, Frederick's Sons et Gates. Donc 2 mini-extensions pour 5 euros, c'est quand même pas très très cher. Voilà le contenu de la boîte de base rapidement, hein, je vous laisse voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. Ça présente plutôt pas mal, même dans la version de base du GameFound, qui sera donc pas la version de base en réalité, il y aura donc de la double épaisseur, donc même l'édition de base est quand même plutôt classe. Vous avez aussi le différentiel, attention toujours, entre les différentes versions. Là, vous voyez que c'est le Count Edition, donc avec le plastique. Pour la Vassal Edition, ce sera donc du bois. Donc il y a toujours les deux versions côte à côte. Hein. Donc vous voyez ici les tours, mais les tours en bois ici, etc., etc. Vous voyez un petit peu la différence à chaque fois. C'est relativement bien présenté. Voilà, pour le contenu de la boîte de base, le livret de règles, etc. Ensuite, les extensions que vous voyez ici et ici. Voilà, l'insert également, ça aussi, super cool. L'insert, en revanche, il est présent dans toutes les extensions, enfin dans toutes les versions, je ne suis plus sûr. Je me demande, je crois que oui, hein, je crois que c'est dans toutes les versions de GameFound. Ce ne sera pas présent dans la version en boutique, mais en version GameFound, chaque version disposera d'inserts réalisés par Blackmagic. Donc c'est un peu le concurrent direct de... j'ai perdu le nom, c'est la honte. De Game Trace, voilà. Blackmagic, donc c'est assez équivalent, hein. Donc chaque faction qui aura son plateau et ses composants directement rangés dans un petit tray, dans un petit insert spécifique, et puis également pour tout ce qui est ressources, tuiles, etc., ça logera également très bien. De toute façon, ils avaient déjà proposé un insert de grosse qualité pour Carson City apparemment, c'était connu aussi pour ça, donc voilà, c'est vraiment hyper bien pensé en termes d'ergonomie, et ça va permettre de le sortir assez facilement aussi. Voilà, ensuite pour les previews, vous en avez quelques-unes en français, voilà, l'école du jeu, ici explication du jeu, Ludo Chrono également, de Ludovox. On a aussi 20 jeux qu'on a fait une vidéo, et puis également Etu Game, donc il y a quand même pas mal de contenu en VF, indécent, mais là c'est plus à l'écrit. Et d'ailleurs vous voyez ici la boîte que vous aurez en boutique. Alors c'est vrai que du coup, visuellement, je pense qu'en boutique, elle est plus attrayante, elle donne plus envie, elle est plus colorée également, mais la boîte de la version GameFound est quand même assez classe, assez originale. Continuons avec maintenant les frais de port. Alors France et Belgique, c'est quand même très abordable, puisque je crois me rappeler que Queen's Games, c'est belge, je crois me rappeler. Quoi qu'il en soit, pour la Belgique et la France, 9, 10, 11 euros en fonction du pledge, enfin un jeu, 2 ou 3 jeux, 4 ou 6 jeux, donc les pledges groupés ou pas, c'est vraiment intéressant pour le coup de faire des pledges groupés, même si pour le coup, les frais de port pour la France et la Belgique sont quand même très petits, hein, ça c'est assez agréable. Ensuite, pour nos amis suisses, 18,35, 30 entre les deux aussi, mais bon, 18, ça reste relativement abordable aussi pour les frais de port pour la Suisse. Pour nos amis canadiens, 15, 30, 40, ça passe encore. Pour nous qui sommes au Japon, par contre, on est puni 40 euros pour une boîte de Super Mundi, ce qui m'a rapidement du coup éloigné du projet, même si je trouve super intéressant de base. 40 euros de frais de port pour le Japon, ça douille quand même assez méchamment. Donc ce sera sans moi, même si j'aurai beaucoup de plaisir à tester Super Mundi si j'en ai l'occasion. 1150 backers, 14 jours avant la fin de la campagne pour Super Mundi. On enchaîne avec deux tout petits jeux que, je vous l'avoue de base, hein, j'aurais beaucoup aimé backer. Mais les frais de port ont tout cassé. Il s'agit de Masters of Maple Syrup et de Downstream. D'ailleurs j'ai dit Syrup alors que c'est Syrup je crois. Bref, aucune importance. Deux petits jeux qui nous viennent du Canada, vous l'imaginez, hein, quand on intitule son jeu Masters of Maple Syrup, bon, c'était assez évident. Downstream, ça l'est un petit peu moins. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça nous vient du Canada. 268 backers et 10 000 euros d'engrangés 15 jours avant la fin de la campagne pour ce petit duo de jeux qui nous vient de Firestarter Games, dont vous vous rappelez peut-être, si vous avez une très bonne mémoire et que vous suivez le menu crowdfunding, puisqu'on avait parlé de Reforest il y a de ça 1 an et demi, peut-être 2 ans, j'ai oublié entre temps.
Et donc il nous revient avec 2 projets en un seul, Masters of Maple Syrup qui vous propose donc de prendre la direction d'une usine, micro-usine de production de sirop d'érable, et puis Downstream qui vous propose d'aller progressivement étendre une rivière en essayant de rendre votre côté de la table, et donc de la rivière, plus luxuriante, plus riche en ressources que celui de votre adversaire. Voilà, on continue rapidement. Donc, pocket-sized two-player strategy games, donc ce sont des tout petits jeux, très facilement transportables, et pour 2 joueurs, donc typiquement des jeux qu'on peut sortir très facilement au boulot avec Xavier. C'était aussi pour ça que les 2 jeux m'intéressaient pas mal. Voilà, c'est vraiment des jeux très petits. Alors pour ce qui est de Masters of Maple Syrup, vous allez donc avoir ces quelques actions que vous voyez ici, Tap Trees, Boil Sap into Syrup, et Develop Your Form. Donc en gros, vous allez avoir 3 cartes, et c'est aussi là-dessus que je trouve super intéressant, c'est que vous allez partager donc 3 cartes qui vont vous donner accès à des actions. Quand vous accomplissez l'action, donc Tap, c'est d'aller recueillir la sève, on va dire, des érables, oui c'est ça. Quand vous allez accomplir cette action-là, vous allez l'accomplir avec une sorte de petit bonus, et votre adversaire va aussi pouvoir l'avoir, mais sans le petit bonus en plus. Donc en gros, tout ce que vous allez faire va avoir également un intérêt pour votre adversaire. Donc c'est assez sympatoche de devoir réfléchir un petit peu au timing. J'ai vraiment envie de faire ça maintenant, mais si je le fais, ça lui donne aussi accès à ça, et si je lui donne accès à ça, derrière lui, il va certainement choisir cette carte à laquelle moi j'aurais pu accès, le tout avec seulement 3 cartes, donc c'est super intéressant. Donc Tap, je le disais, recueillir la sève, ensuite Harvest, c'était, je sais plus d'ailleurs, bref, c'était... Ouais, on verra ça plus tard. Écoutez, j'ai oublié, j'ai checké hier, entre-temps, j'ai vu 7-8 autres campagnes, j'ai oublié, mais on va voir ça par la suite. Et une 3e action, et pour chacune de ces actions-là, un avantage pour celui qui choisit de la faire, mais également l'action disponible pour l'adversaire quand vous le faites. Version francophone disponible qui plus est, donc ça aussi c'était super intéressant potentiellement pour vous, mais vous allez voir que les frais de port en revanche, à moins que vous ne soyez au Québec, seront moins intéressants. Donc dans votre tour, vous allez donc choisir une action entre Tap, Harvest ou Develop. Tap Trees, donc c'est-à-dire que oui, vous allez comment dirais-je, incliner la carte ou les cartes d'arbres que vous avez dans votre usine de production, disons, de sirop d'érable. Ensuite, Boil Sap into Syrup, donc vous allez faire bouillir pour réussir à en créer du sirop, un extrait du sirop. Ça, c'est avec la carte de Harvest. Et puis ensuite, Develop Your Property, vous allez pouvoir acquérir des cartes de bâtiments et autres annexes qui vont vous permettre de optimiser un petit peu votre production de sirop d'érable. Donc voilà, c'est relativement simple. Une fois qu'un joueur a joué 10 cartes sur sa propriété, aux alentours de son usine, le jeu prend fin et à partir de là, on va compter les points de victoire. Dans le jeu, il y a ces fameuses 3 cartes d'action, il y a ensuite 15 cartes d'arbres, 35 cartes de utility, donc les fameuses cartes qui vont permettre d'optimiser, d'aller ajouter pas des actions, mais des petits bonus à votre comment dirais-je, j'arrive plus à retrouver le mot, c'était écrit tout à l'heure, je l'ai perdu entre temps, votre property, donc votre propriété, votre territoire en gros. Ensuite, une petite carte avec les règles alternatives je crois, et puis le livret de règles également. Voilà, donc vraiment très accessible. Vous retournez les 3 cartes d'action de base, ça vous donne accès à une version un petit peu différente du jeu, peut-être un petit peu plus experte, un petit peu plus prends ça dans ta tronche aussi je crois, hein. Donc voilà, à voir, mais ça va être assez intéressant. Vous pouvez le tester sur Try It on Tabletop Simulator, donc TTS. Ensuite, Downstream, autre jeu avec la petite rivière, donc vous avez une source de rivière en haut de la montagne. À partir de là, vous allez poser des cartes qui vont faire grandir cette rivière, en même temps que vous allez ajouter également des ressources aux abords de cette rivière, tout en respectant toujours au moins une des 2 types de régions, on va dire, qui se trouvent sur une carte pour pouvoir la connecter à la suivante. Donc là, par exemple, vous avez du bois et de la montagne. Il faut forcément avoir de la montagne pour connecter un petit peu façon domino à la prochaine carte, en gros. Et en fin de partie, celui qui aura réussi à avoir son côté de la rivière
respectant le plus les conditions de victoire, les conditions de scoring, l'emportera, sachant que les conditions de scoring vont être amenées à changer à chaque partie. Vous le voyez ici, il y a tout un tas de cartes qui ne seront pas les mêmes, partie après partie, et qui vont impacter la façon de scorer en fin de game, comme diraient les Québécois. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour ce qui est de votre tour, vous allez choisir une carte, vous pourrez la prendre ou retourner le paquet et prendre la première, et vous allez donc les placer comment dirais-je, c'est pas en amont, c'est en aval, de la rivière, ou la glisser sous une carte déjà présente qui possède la même, comment dirais-je, le même type de ressources, le même type de paysage en gros. Ça c'est plus pour ce qui est du scoring justement, parce que vous voyez qu'il y aura différentes conditions de montagne, de plaine, etc. Donc en gros, en essayant de respecter les conditions de scoring, vous allez soit la glisser sous une carte préexistante, soit faire s'étendre la rivière vers l'aval. Voilà, c'est à peu près tout. C'est très contenu, très petit en termes de matos, bien évidemment, comme pour Masters of Maple Syrup. Là encore, c'est testable sur Tabletop Simulator également, et en add-on, vous pouvez aussi prendre leur premier jeu, donc Reforest, qui est encore accessible durant cette campagne. Le problème, on y arrive, c'est le shipping. Si vous êtes au Canada, hein, amis québécois d'abord, bonjour et gros bisous à tous, c'est pas très cher, hein, 14 $ canadiens qui plus est pour un jeu, 22 $ canadiens pour 2 jeux, et plus 8 si vous prenez aussi leur premier jeu, donc Reforest. En revanche, pour nous qui sommes dans le rest of the world, 25 $ canadiens ou 45 $ canadiens. Pour rappel, les pledges, le pledge pour Masters of Syrup, Maple Syrup, c'est 22 $ canadiens et 24 pour Downstream. Autrement dit, 46 pour 2 jeux. 46 $ canadiens, 45 $ de frais de port. Vous voyez le problème. Parce que bon, 45 $ canadiens, ça fait quoi du coup? Ça fait une trentaine d'euros. Voilà, une trentaine d'euros pour le Japon, pour un projet de base comme par exemple Super Mundi dont je viens de parler juste avant, ça passe. Par contre, quand le jeu ou les deux jeux ici en question coûtent 30 €, j'ai pas envie de mettre 30 € en frais de port, quoi. Ça pique un petit peu. Donc, pour le coup, je vais devoir m'abstenir pour ce qui est des maîtres de sirop d'érable et Downstream, même si les deux jeux m'attirent pas mal comme petit jeu en 15-20 minutes pendant une petite pause au boulot avec Xavier par exemple. Voilà, donc c'est dommage, mais je vais faire l'impasse sur Masters of Maple Syrup, par contre, et Downstream. Par contre, si vous êtes québécois et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous pencher dessus parce que c'est des jeux très courts, qui ont l'air très sympas. 270 contributeurs, 10 000 € d'engrangés, 15 jours avant la fin de la campagne pour Masters of Maple Syrup et Downstream. Continuons de suite avec Torgal, ou Thorgal comme il le prononce en anglais, The Card Game. Donc si vous êtes amateur de l'univers de la BD de Torgal, ça pourrait potentiellement vous plaire, d'autant plus que vous le voyez, le projet sera disponible en français. C'est le premier projet, même si c'est marqué 2, de Lucrum Studio qui vient de Pologne. Alors je dis que c'est le premier alors qu'il est marqué 2 parce qu'en fait le projet avait déjà été lancé il y a quelques temps. Il avait d'ailleurs financé, mais il l'avait quand même annulé, hein, une fois n'est pas coutume, hein, c'est quand même pas si rare que ça non plus de voir des projets financés mais annulés malgré tout. La campagne en question remonte à quand déjà? Novembre 2023, donc ça fait déjà un peu plus de 6 mois en gros. C'était donc déjà pour 2 à 4 joueurs pour 45 à 90 minutes, et bien sûr c'est encore le cas, hein, là-dessus ça n'a pas diablement changé, vous vous en doutez bien. 2 à 4, 45 à 90 minutes, c'est un jeu de gestion de main essentiellement, de cartes donc, avec tout un tas de cartes avec des pouvoirs variés, et avec des conditions de victoire qui peuvent mettre fin à la partie assez subitement, donc il faut le savoir, c'est certains prérequis qui peuvent mettre fin à la partie tout à coup. Ou aussi, si vous arrivez à la fin de votre deck de cartes et que vous n'avez plus de cartes à jouer, vous perdez aussi instantanément de ce point de vue. Donc voilà, si vous êtes amateur de Torgal, le jeu de gestion de main avec plein de cartes spécifiques et des pouvoirs particuliers, des synergies, des combos à l'imaginer dans tous les sens, des prises de contrôle de territoire, etc. Ça peut être un truc qui vous plaira potentiellement. Après, je connais pas très bien l'univers de Thorgal, de Torgal, de la BD, je n'ai jamais lu, je l'ai déjà aperçu de ci-là parce que c'est une BD assez connue pour le coup, mais je n'y ai jamais, je me suis jamais plongé
Donc voilà, je connais assez mal. Peut-être que Xavier le connaît mieux, parce que lui est très très amateur de BD à l'origine. Et pour l'info, c'est Don't Panic Games qui assurera la VF de Thorgal. Pour ce qui est des pledges, est-ce qu'on a des vidéos en français? Oui, on en a. Professeur Board Game, Etu Game également, donc ces deux vidéastes qui vous proposeront donc des vidéos en français pour en apprendre plus sur ce jeu de cartes de Thorgal. D'ailleurs, je vois Raphaël qui tient une corne de brume. Ça me rappelle que une des conditions de victoire, c'est, je crois, le premier joueur qui a réussi à avoir 3 cornes de brume, qui l'emporte également de manière instantanée si mes souvenirs sont bons. Voilà, pour le reste, je vous l'ai dit, hein, gestion de main essentiellement, donc je passe assez rapidement sur le reste. Les jeux de cartes de ce genre-là sont relativement simples à décrire, sans entrer trop dans les détails. Les niveaux de pledge, du coup, je les ai pas aperçus du tout, ou alors je me suis un petit peu déféqué dessus, comme ça peut arriver. Donc on va directement passer ici, ça ira plus vite. C'est 39 € pour Thorgal le card game. Et sinon, on a des groupes pledge, mais je crois que c'est près tout. Hein. Le early bird, il est fini. Donc oui, il y a un seul pledge en gros, sauf si vous faites du groupe pledge bien évidemment, mais si vous êtes un individu seul, ce sera ce pledge à 39 €. Et pour ce qui est des frais de port, et aussi des petits add-ons, la miniature de Fenrir, ok, à 5 €. Pour le shipping, donc, Union Européenne, 14 €, 28 pour le groupe Pledge, mais ça vous permet quand même d'amortir vu la quantité, puisque le groupe Pledge, il y a quand même 3, et c'est que le double, donc c'est quand même assez intéressant. Pour ce qui est de la Suisse, par exemple, ce serait 18,36, pour le Canada, 20,40, et pour le reste du monde, donc le Japon par exemple, 25,50 € de frais de port pour Thorgal, The Card Game. Pour l'instant, 640 backers, c'est pas mal, 17 jours avant la fin de la campagne et près de 35 000 € d'engrangés. On reste dans le domaine de la gestion de main avec Village Pillage qui nous revient encore une fois, cette fois-ci avec une big box qui s'accompagne d'une nouvelle et dernière extension, j'imagine, puisqu'il y a une big box désormais. D'ailleurs c'est écrit ici Final Expansion, donc oui ce sera la dernière extension. C'est le 29e projet de Bluebird Entertainment. On les a déjà vus dans le menu crowdfunding à plusieurs reprises, notamment pour Village Pillage, puisque c'est un jeu qui a déjà 3-4 extensions si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas un nouvel éditeur, hein. On les avait vus par exemple ici pour l'extension Robin des Bois par exemple, on les avait vus avec Fog of War, on les avait vus pour Sunshine City, donc c'est un éditeur qu'on voit assez fréquemment popper de ci de là sur le menu crowdfunding. Village Pillage Surf and Turf, qu'est-ce qu'on avait comme autre extension de Village Pillage? Ici, on avait Village Pillage également, qui avait d'abord été annulé avant de revenir. Alors, ça va être la 3e, 4e extension de Village Pillage. Cette fois-ci, ça s'intitulera Dark Arts and Crafts. Et donc, pour l'instant, on est à 620 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne, 30 000 € d'engrangés. Et donc cette campagne, en plus de l'extension Dark Arts and Crafts, viendra aussi donc ajouter une big box. Et donc ça, pour ceux qui voudraient éventuellement storer la totalité de leur jeu et extension dans une seule et même boîte, c'est quand même plutôt sympatoche. Généralement, ça a plutôt de l'allure également. D'ailleurs, qu'est-ce que cette extension vient rajouter? Parce qu'au demeurant, Village Pillage à l'origine, c'est un jeu de gestion de main. Vous avez des cartes, vous allez en jouer une chez votre adversaire de droite, une chez votre adversaire de gauche, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et le premier réussit à avoir 3 reliques de quel légume, je sais plus, enfin un légume, l'emporte à la fin de la partie. Et donc dans cette extension Dark Arts and Crafts, il y aura apparemment un nouveau mécanisme de spellcasting, donc de jeter des sorts, et également une nouvelle ressource, en l'occurrence ce sera les pumpkins, donc les citrouilles. Vous pourrez récolter ou voler des citrouilles avec différentes cartes qui apparaissent également dans cette extension. Voilà. Donc c'est assez intéressant, toujours ces petites extensions qui viennent rajouter des mécanismes supplémentaires à ce qui à l'origine reste un jeu relativement, comment dirais-je, abordable, relativement accessible. What comes in the big box? Dans la big box, vous aurez accès à l'extension Festivals, l'extension Cultists, l'extension Feelings. Sont-elles nouvelles également? Je sais pas. Ou est-ce que ce sont celles qui sont déjà préalablement sorties? Là-dessus, je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas checké suffisamment. Voilà, on continue, voilà, le boîte de base de Village Pillage. Il y a plein de vidéos, mais je crois qu'il n'y a pas de VF, me semble-t-il. Pour rappel, choose 2 cards from your hand, donc vous choisissez deux cartes de votre main. Vous allez en jouer une chez votre adversaire de droite, une chez votre adversaire de gauche. Ce qui me dérange, c'est qu'il me semble que c'était jouable à partir de 2.
mais là ça laisserait penser que c'est à partir de 3. Bon, on vérifiera plus tard. Ensuite, tout le monde révèle en même temps les cartes qui ont été attribuées, qui ont été données, et on va activer bien sûr les effets des cartes que l'on a reçues. Et ensuite, toutes les cartes reviennent dans votre main, donc vous récupérez exactement les mêmes cartes, et on recommence, et le premier à avoir 3 reliques de tel ou tel légume l'emporte, quoi, en gros. Pour ce qui est des pledge levels, donc 19$, c'est l'extension Dark Arts and Crafts, donc la toute dernière, ultime extension de Village Pillage. Ensuite, vous avez la Big Box Upgrade à 35$, qui vous donne aussi accès apparemment à Festivals, Feelings et Cultists, donc des petites extensions, et donc la capacité de storer la totalité de ce que vous avez déjà backé par le passé pour Village Pillage. Ensuite, vous avez Everything New with Wood, donc toute la nouveauté, donc Big Box, plus la mini-extension, plus Festival Feelings Cultist, et les éléments de bois que vous voyez ici pour 45$. Ensuite, 49$ pour le pledge Big Box, qui en fait est le jeu de base avec toutes les extensions sorties jusqu'à maintenant directement intégrées dans la boîte. Le tout pour, entre guillemets, seulement 49$. Donc ça en fait quand même un pledge relativement abordable pour un jeu total, du coup complet maintenant, avec Village Pillage, Dark Arts and Craft l'extension, Robin Hood, Surf and Turf, Cultist, Feelings, Festivals. Donc là vraiment la totale pour 49$. Ensuite la totale plus les éléments de l'explication en bois ici, ce sera 69$ pour Villages Pillagists. Puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Village Pillage, si ce n'est éventuellement le petit détour du côté du shipping. Les add-ons de déluxification éventuellement aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et donc le shipping, disais-je, Canada 8, 15, 17, 21 en fonction du pledge que vous allez choisir, Union Européenne 8 jusqu'à 17, et puis potentiellement nous serions dans la région Other 7 à 16, donc même les frais de port sont relativement minces. Voilà donc pour ce qui est de Village Pillage Big Box, 618 contributeurs pour l'instant, 21 jours avant la fin de la campagne. On termine les plats principaux de la semaine avec Dictat, qui est l'œuvre de... Comment on prononce ça déjà? Seth Mead. Et il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, de l'univers de Nock, qui avait déjà fait l'objet d'une campagne, je crois que c'était sur Game on Tabletop, si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être. À l'époque, c'était un jeu de rôle. C'est aussi pour ça que peut-être on l'avait pas mentionné dans le menu crowdfunding, parce qu'on ne parle pas de jeu de rôle pour le coup sur la chaîne, puisque j'y connais strictement que dalle. Donc Dictat partage l'univers de Nock, mais il s'agit bien d'un jeu de société comme vous pouvez le voir ici, qui a plutôt fière allure. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'univers, et aussi il a très fière allure parce que c'est une dystopie et que j'adore les dystopies. C'est mon genre littéraire préféré. D'ailleurs, j'aimerais bien que certaines œuvres dystopiques de la littérature aient une sorte de portage en jeu de société. Je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient s'y prêter assez facilement, pas facilement, mais qui pourraient s'y prêter en tout cas, avec des jeux de scénario par exemple, même si je joue généralement pas à des jeux de scénario, mais il y a quand même pas mal d'œuvres de ce point de vue là que j'aimerais bien voir. Et donc Dictat, là pour le coup ils ont créé leur propre univers avec donc Nock, qu'ils reproduisent, qu'ils réutilisent ici dans Dictat. 75 backers, ceci dit, vous le voyez, pour l'instant, bon, le démarrage est un petit peu compliqué. En même temps, proposer un jeu français avec, bon, c'est vrai que la campagne est en anglais ici, mais est-ce que le jeu est disponible en anglais? Ça je suis même pas sûr en vrai, mais j'imagine que oui, parce que bon, tout est quand même écrit en anglais, donc j'imagine quand même que oui. C'est quand même osé pour une toute petite boîte française comme ça de lancer un tout petit projet sur GameFound. Bon, ceci dit, le niveau de financement est quand même atteignable, et 15 000 €, on est à 10 500 maintenant, il reste 31 jours avant la fin de la campagne, ça peut se faire, mais ça se fera avec très peu de bénéfices, voire même peut-être un peu de perte d'argent au passage, parce que pour l'instant 75 backers, pour rentrer dans ses frais, c'est pas évident, parce que on imprime généralement pas moins de 500 copies quand on demande à une usine de produire son jeu. Si vous avez 150 backers, ça va quand même vous laisser 350 copies sur les bras qu'il faudra ensuite vendre en festival, en boutique. C'est faisable, c'est jouable hein, bien sûr, mais bon, c'est pas le début idéal. Pourtant Dictat semble en avoir sous le capot, hein, ça a l'air d'être un jeu vraiment super intéressant. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 1h30 approximativement, dans cet univers dystopique. C'est un jeu de contrôle de territoire, compétitif, asymétrique qui plus est, avec pas mal de stratégies à aller imaginer. Pour le reste, éventuellement,
ce que je peux vous conseiller, comme je le fais très souvent sur la chaîne, c'est quand notre compère ou comparse, je mêle les deux mots, ça fait un comperse. Mais j'ai rien contre les Perses en soi, hein, c'est pas une insulte. Notre comparse Nyx en a fait une vidéo. Quand c'est le cas, généralement, je vous encourage plutôt à aller la voir parce que c'est un format dédié à Dictat, ce qui n'est pas le cas du menu crowdfunding, donc il en parle de manière bien plus précise et détaillée, que ce soit au niveau des règles, des mécanismes de jeu, ainsi que de son avis sur le jeu en question. Donc je vous encourage à aller voir sa vidéo qu'on verra de toute façon un peu plus bas. Voilà, donc on passe rapidement, hein. Vous allez envoyer vos agents dans la cité, dans les différents quartiers, vous allez faire de l'espionnage, vous allez aussi assassiner des gens, vous allez développer votre faction, car oui, votre faction peut s'améliorer en cours de partie, il y aura de la négociation, de l'intimidation, des pactes, de la trahison bien évidemment, il y aura aussi The Others, qui est un ennemi commun à tous les joueurs, une sorte de IA que vous serez amené à affronter tous autant que vous êtes autour de la table. Ce n'est pas pour autant un jeu coopératif, mais il y a un élément qu'on pourrait presque définir de semi-coop, dans le sens où vous allez tous être opposés à The Others également. Ensuite, continuons ce qu'il y a dans la boîte donc de base, le livret de règles, ensuite le plateau de jeu, les différentes cartes, les différents petits tokens, etc. Et puis bien sûr les planches de punch avec les tokens, les 185 tokens. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger ici le livret de règles en français qui plus est, avec pas mal d'éléments de gameplay et de lore qui est vraiment très classe, encore une fois. Les artworks sont vraiment magnifiques. Moi je suis très fan de la direction artistique de manière générale, mais aussi parce que c'est de la dystopie et que ça respecte vraiment les codes de la dystopie habituelle et que je suis assez friand de ce genre de choses là tout simplement. Ensuite, continuons. On a vu quelques-unes des factions hein, ici, hein, Coordination, Blackguard, Secret Police, Syndicate, Resistance, donc les factions avec leurs différentes spécificités bien évidemment, et il y en aura encore d'autres à aller découvrir dans l'extension Supremacy. Ensuite, continuons. Download the Nock Introductory Set. Alors ça c'est pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par le jeu de rôle de Nock dans le même univers. Vous pouvez aussi télécharger le set d'introduction au jeu, pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, un petit peu d'aperçu plus détaillé de ce que contient le jeu avec les éléments de gameplay, les petits pions qui sont je crois en plastique, donc c'est plutôt bien produit aussi à ce niveau-là. On continue. Il y a quelques petites miniatures aussi pour certaines factions notamment. Les aberrations par contre, alors à quoi servent-elles là-dessus? Je crois que j'ai pas cherché suffisamment en détail parce que j'ai oublié entre temps. Il y a quelques miniatures de figurines, d'aberrations, The Queen ici, The Hunter et puis The Vermin, qui n'est pas encore totalement terminé en termes de miniatures. Je ne sais pas ce qu'elles viennent ajouter elles dans le jeu par contre. Donc ça c'est à voir, peut-être que Nyx les a mentionnés, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc Nyx justement il est ici, qui nous dit que c'est une pépite française à ne pas manquer, donc il est plutôt dithyrambique sur Dictat. Si vous voulez découvrir le jeu plus en détail, je vous encourage fortement à aller checker sa vidéo comme je le fais à chaque fois qu'il en propose une, parce que c'est toujours du travail de très haute qualité. Sinon, il y a aussi Dit On Joue, qui en a fait une vidéo également sur sa chaîne. Pour le coup, j'ai pas encore regardé, j'irai la voir aussi malgré tout, pour avoir un coup d'œil un petit peu différent sur le jeu. Il y a aussi Renard Ludique qui en a fait une vidéo également, tout comme Ludovox qui en a fait un Ludochrono. Donc plusieurs vidéos à aller checker pour voir un petit peu de quoi il retourne. Par contre, vous allez voir, bon, le Pledge Agent ici est relativement accessible, hein, 46 €, ça va. Si vous ajoutez le Emissary Pledge, donc qui vous permet d'accéder à l'extension que vous voyez ici, donc l'extension Supremacy qui vient ajouter de nouvelles factions, ça va tout de suite coûter un peu plus cher, 74 €. Donc là, on est quand même sur un pledge un peu plus conséquent. Vous avez le retailer donc pour les gérants de boutique à 89, vous avez administrateur pledge à 124 €. Là, ça vient ajouter en plus de l'extension, ça vient ajouter l'extension artefact que vous voyez ici, qui contient donc 6 miniatures de Blackguard, 6 miniatures de Resistance, 6 cladogrammes cards avec un effet de foil pour la police secrète. Ensuite, 6 bannières de membres pour la faction Syndicate. 10 miniatures de corruption pour le Other, et puis donc 3 miniatures monstrueuses The Others, donc les aberrations, je crois qu'on a vu tout à l'heure pour le coup, qui seront donc pas disponibles dans le pledge de base, attention, hein. Donc ça c'est dans Artefacts. Et sinon, vous avez le All-In, et là, c'est là que ça coûte cher quand même, hein. Le All-In de Dictat est à 170 €, pledge de base, extension Supremacy, extension Artefact, donc de détoxification, plus...
on a ici 6 complexes de l'édification, qui sont des petites miniatures supplémentaires, plus on a des pièces, enfin des pièces, des pots, c'est des pièces de métal, quoi, des metal PowerPoints, et puis enfin un tapis de néoprène pour remplacer le plateau central. Donc oui, le pledge est joli, le pledge est beau, mais 170 €, ça commence à faire chéro, et pour l'instant il n'a été pris que 12 fois, en même temps avec 75 pledges au total, donc c'est aussi compréhensible comme ça. Pour l'instant, quel pledge a été le plus choisi? 12, 13, 14... ouais, 35. J'imaginais effectivement que ce serait plutôt le Administrator Pledge, et c'est bien le cas. 124 € pour le pledge qui est pour l'instant le plus populaire. Avec toujours ce biais un peu bizarre de GameFound qui vous place ici un Most Popular alors qu'il n'est pas le plus populaire, c'est même le moins populaire pour l'instant à 12, 13, 14 et on l'a vu 35, c'est le moins populaire, mais il est écrit comme étant Most Popular. Non, c'est juste celui que l'éditeur a envie de mettre en avant, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez en add-on l'accès à certains éléments de lexification, par exemple le néoprène, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ne seraient pas intéressés par le reste, c'est faisable. L'extension artefact est quand même très très cher, hein, 50 € l'extension, mais bon. Et puis ensuite, on va aller voir les frais de port qui se trouvent ici. Frais de port qui concernent uniquement la zone Union Européenne et Europe de manière générale. France 12, 15, 17, 20. Zone Européenne 15 jusqu'à 25. Et ensuite, Royaume-Uni, en gros, 19-27. Donc, pour les Canadiens, c'est râpé. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est râpé également. Dommage, parce que vraiment, Dictat, j'aurais beaucoup de plaisir à l'essayer. Parce que vraiment, l'univers me parle beaucoup. Le gameplay a l'air d'être très sympatoche. Nyx en dit beaucoup de bien. Et pour moi, c'est un gage de confiance. Donc, j'aimerais beaucoup tester Dictat. Même si pour l'instant, c'est pour nous pas accessible. Et pour l'instant, la campagne, bon, sans aller jusqu'à dire qu'elle bat de l'aile, elle connaît un début un petit peu compliqué. 75 backers, 10 000 € d'engrangés, 31 jours avant la fin de la campagne. On a encore quand même pas mal de temps pour espérer financer et peut-être aller chercher 200, 300, 400 si on est très optimiste, backers en fin de campagne. C'est tout pour les plats principaux de la semaine. Il nous reste donc à digérer les 3 desserts de cette semaine. Mais en attendant, moi je pars au boulot et je recontinue ce soir. Bon allez, c'est pas le tout, on n'est pas là pour bouffer des salsifis, donc on se lance directement dans les desserts, les choses un petit peu sucrées, les trucs qui donnent envie quoi. Et on commence tout de suite avec Ironwood, du côté de chez Mindclash Games, et premier petit avertissement, d'ailleurs c'est écrit ici, en gros, c'est un pre-order, c'est une précommande, et non pas véritablement une plateforme, enfin si, c'est surtout une plateforme de financement participatif, mais ce n'est pas à proprement parler du financement participatif. GameFound fait ça pour la 2e ou 3e fois, ils permettent ça sur leur plateforme, de faire de la précommande plutôt que du financement participatif, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que ça fait quand même déjà belle lurette que certains éditeurs utilisent Kickstarter ou GameFound comme une plateforme plus ou moins de précommande, un petit peu dissimulée on va dire, ou à peine dissimulée, et là pour le coup, c'est maintenant officiel sur GameFound, on peut faire de la précommande, et c'est ce qu'a décidé de faire Mindclash Games pour son nouveau projet qui est donc Ironwood. Je vous le dis tout de go également, Ironwood c'est disponible en VF, et ce sera par, oui comme d'hab, Super Meeple, tout ce qui est Mindclash c'est généralement Super Meeple, donc une fois n'est pas coutume, ce sera encore Super Meeple. D'ailleurs, on pourra aussi préciser, je pense à minima que ce sont des francophones, peut-être même des Français qui sont derrière le design de Ironwood, puisqu'on voit Maël Brunet et Julien Chaput, ça sonne quand même bien franchouillard. Alors peut-être ce sont des Belges, peut-être des Canadiens, je ne sais pas, mais à mon avis, ça sent le français quand même. Donc quoi qu'il en soit, Ironwood, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, bon, principalement en 1 contre 1, donc en duel plutôt, mais il y a également un mode solo. C'est pour des parties d'environ 1 heure, donc un jeu relativement facile à sortir, d'autant plus que vous le voyez, le degré de complexité est encore relativement accessible, j'allais dire bas, il n'est pas bas mais il est accessible, et je dis encore parce que en fait on constate depuis 2-3 ans que Mindclash Games, qui était pourtant habitué aux gros projets bien lourds, façon Anachronie, Trickerion, Cerebria et compagnie, depuis 2-3 ans, il se diversifie un petit peu avec également des jeux un peu plus légers. On reste sur des gros trucs tels que Voidfall, mais on a aussi des projets un petit peu plus menus, on va dire, tels que Astra par exemple, ou maintenant donc Ironwood.
C'est un jeu de contrôle de territoire, de stratégie, de gestion de main, avec essentiellement des cartes, avec deux factions hyper asymétriques, hein, que vous voyez ici, donc le clan on va dire de l'acier et le clan du bois, en gros, pour faire simple. Compétitif, hein, exclusivement, pour des parties de 60 minutes, donc très facile à sortir, avec un plateau un petit peu qui fait penser à Root, dans l'aspect visuel uniquement, mais pas du tout dans les mécanismes de jeu, et donc vous allez essayer de prendre contrôle un maximum de zones dans les différentes régions qui composent le plateau de Ironwood, et vous aurez avec ces deux factions des objectifs différents pour espérer l'emporter. Ironwood avec la faction donc de l'acier ici, qui va être amenée à construire une sorte de gigantesque forge qui leur permettra ensuite de déverser des unités militaires partout sur le plateau sans arrêter, et de l'autre côté le Ironwood doit trouver une sorte de déité protectrice qui va ensuite leur permettre de déchirer leurs adversaires sans aucun problème. Bref, en gros, on aura des objectifs spécifiques aux deux factions et des façons de jouer les deux factions qui seront légèrement différentes également, même si fondamentalement les actions de base que l'on pourra accomplir seront quand même relativement similaires. Alors, ici, vous le voyez, Asymmetric Factions and Gameplay, donc des factions asymétriques, et un gameplay qui le sera également. Multi-Use Action Cards, donc des cartes avec multi-usage, c'est un mécanisme que j'apprécie particulièrement depuis que j'ai découvert Maracaibo il y a 4 ans peut-être, donc j'attends de voir vraiment avec impatience ce que ça peut donner que ce multi-usage de cartes, notamment au niveau des combats, parce qu'il y a des cartes avec des pouvoirs, des actions spécifiques à la carte en question. D'ailleurs je crois que toutes les cartes sont uniques, donc vraiment super intéressant de ce point de vue là, et en plus de ça vous pouvez aussi choisir de les utiliser, pas pour leur action mais pour leur pouvoir en termes de force de frappe de combat quoi en gros. Quick Tactical Combat System, donc des systèmes de combat relativement simple à prendre en main, et puis des composants un petit peu deluxifiés également durant la campagne. Vous avez un petit aperçu d'ailleurs des cartes et de ce qu'elles peuvent représenter. Avec ici, je crois que c'est plutôt justement pour les combats, avec trois types pas de ressources, mais de statistiques, on va dire, qui sont disponibles pour les combats, ou alors l'action de la carte en question, par exemple. Alors évidemment, il y a un petit peu de texte, mais comme il y a une VF, c'est pas un souci en soi. Ça, c'est un exemple pour le Ironclad, donc le camp de l'acier, on va dire, où vous allez donc essayer de développer vos mines, de collecter des cristaux et de bâtir une énorme forge, voire même plusieurs énormes forges. Voilà pour ce qui est de leur plateau aussi, avec les jetons de métal qui se trouvent, etc. Et puis les Woodwalkers, donc le clan de la forêt, des bois, on va dire, qui eux vont essayer, en incarnant un petit peu le chef de la tribu du bois, de guider votre tribu de Woodwalkers, qui sont un petit peu décimés à travers la forêt. Les réunir, d'utiliser un petit peu de la magie locale, on va dire, un petit truc un petit peu façon princesse Mononoke, hein, on va dire, hein, pour ceux qui ont la référence, j'espère que vous êtes nombreux. On va pouvoir aussi, invoquer des esprits de la forêt, et on va pouvoir aussi trouver des totems grâce à une sorte de mécanisme qui s'appelle la vision apparemment, et vous aurez donc du coup pas des tokens en métal, mais bien en bois, c'est thématique. Vous voyez, les Ironclad, eux, ils ont du métal, et les Woodwalkers, eux, ils ont du bois. Jusque là ça fait relativement sens, et c'est bien trouvé. Le mode solo, comme souvent avec Super Meeple, j'allais dire, mais non, avec Mind Clash Games, ce sera l'œuvre de David Turchi, même si cette fois-ci il est accompagné par Xavi Bordes, un espagnol ou un hispanophone tout du moins. Donc les pledges, vous voyez, il n'y en a qu'un seul en fait, hein, le pre-order bundle, 50€. Voilà, c'est tout. C'est aussi le principe du pre-order, hein, de la précommande, on va dire. Et donc à 50€, vous aurez donc le jeu de base, et quand même, parce qu'il faut quand même un petit peu justifier la présence d'un jeu sur une plateforme de financement participatif, même si c'est une précommande en réalité, vous avez aussi un petit booster pack, on va dire, un promo pack, que vous voyez ici, qui vient ajouter quelques cartes supplémentaires pour les deux factions, quoi, en gros. Ensuite, continuons. Pourquoi aller précommander ce jeu désormais plutôt que de l'attendre en boutique, puisque de toute façon on le sait, il y aura donc une VF, parce que ce sera 10€ moins cher, et que vous pourrez potentiellement mettre la main dessus d'ici septembre 2024, donc très rapidement, parce qu'on est déjà fin mai, donc du coup c'est dans 3 mois et demi, quoi, hein, 3 mois et demi, 4 mois. Donc ce serait très très rapide potentiellement, même s'il faudra pondérer ça avec les frais de port bien évidemment. Vous pouvez aussi faire des groupes pledge à 6 et plus copies, à partir de 6 copies, mais jusqu'à 5, 7, 8, 9, 10, j'avais dit 5, non pas du tout, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 100, 10 000, je ne sais pas. Donc c'est l'occasion de faire des économies éventuellement sur un pledge groupé.
Ensuite, le Early Access, j'ai déjà mentionné. Le Support Ironwood Future, on s'en fout. Ah, Future, par contre, c'est intéressant. Parce que du coup, il pourrait potentiellement y avoir, je sais pas, des extensions, par exemple. Bon, ici, il mentionne juste les potentielles aides qu'on peut leur fournir avec ce succès sur cette campagne en termes de visibilité et de succès à long terme. Donc, il ne mentionne pas spécifiquement un potentiel extension, etc. Mais ça pourrait peut-être venir un jour, je ne sais pas. Ou une suite avec des nouvelles factions, par exemple, je ne sais pas non plus. Quoi qu'il en soit, petit game overview, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais bon, principalement gestion de main, contrôle de territoire, amélioration de votre faction, combat aussi, bien évidemment, avec des cartes multi-usages. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Vous trouverez également des vidéos sur Ironwood pour en avoir un peu plus de détails, bien sûr. Mais en gros, vous voyez, hein, les cartes peuvent être utilisées pour leurs actions, ou pour leur pouvoir de combat, on va dire, hein, en gros. Spécifiquement, les deux factions, quand même, se jouent relativement différents l'une de l'autre, avec des objectifs différents de toute façon. Le livret de règles est disponible ici, mais en anglais. Même si j'imagine que les auteurs étant certainement, en tout cas francophones, ils doivent pouvoir fournir quelque part le livret en français aussi, j'imagine, mais bon. Vous pouvez tester aussi Ironwood sur Tabletop Simulator, sur TTS, pour ceux qui voudraient se faire un petit peu la main. Ensuite, est-ce qu'il y a des vidéos en français? Je crois pas en avoir vu tout à l'heure quand j'ai checké, mais non, c'est que en anglais. Ça aussi, c'est un petit peu dommage quand vous proposez une campagne qui s'accompagne de, du coup, 1, 2, 3, 4 autres langues que l'anglais. Ce serait bien d'avoir au moins deux vidéos des langues en question quand même sur votre campagne. Ça, c'est un tout petit peu dommage quand même. Ensuite, continuons les deux factions, les Ironclad et puis les Woodwalkers avec leurs propres spécificités, bien sûr. On les présente ici très brièvement avec les Foundations and Forges. Donc vous allez construire des forges que vous allez ensuite développer pour déverser un flot ininterrompu surpuissant sur vos adversaires. The Drill pour aller donc forer un petit peu la forêt, forer les bois, pour en recueillir les ressources qui vous permettront de vous développer. Ensuite, une avalanche d'acier pour avilir vos adversaires. Woodwalkers, les visions et les totems qui seront un petit peu votre objectif spécial pour ensuite pouvoir libérer la puissance d'invocation telle que vous pouvez le voir ici, hein, des sortes de petites déités de la forêt. Vos cartes servent aussi de ressources, parce que là, il n'y a pas de ressources à aller forer comme c'est le cas pour les Ironclad, mais la forêt est votre ressource. Vous êtes rapide et vous vous déployez facilement à travers la forêt. Rappel de la VF ici bien sûr. Ensuite la timeline, je l'ai dit tout à l'heure, hein, potentiellement livraison prévue pour septembre. Et ensuite fin octobre, début novembre pour ce qui est de la sortie en boutique. Donc c'est l'intérêt de l'avoir un petit peu en avant-première on va dire. Sinon il sera aussi disponible pour Essen apparemment. Pour ce qui est des frais de port, les frais de port pour l'Union Européenne c'est 10 €. Bon vous l'avez vu tout à l'heure, le discount est à 10 € par rapport au prix en boutique. En gros, aucun intérêt de ce point de vue là. Donc tout à l'heure le why pre-order, donc pourquoi précommander? Parce qu'il y a 10 € de discount. Ben ouais mais vous tapez 10 € de frais de port, donc non c'est moyennement intéressant du coup, à moins que vous fassiez bien sûr un pledge groupé. Ensuite Canada c'est 16 €, pour les pays d'Europe mais non Union Européenne c'est 16 € également, pour nous qui sommes au Japon c'est 22 €, donc ça rend vraiment moins intéressant pour le coup. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Ironwood, le nouveau projet de Mindclash Games qui dispose en plus d'une VF. Pour l'instant, il a recueilli 1442 backers. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont super intéressés mais qui n'y vont pas aussi parce que de toute façon, on sait qu'on le retrouvera en boutique à terme et pas seulement dans les langues qu'on a vues sur la campagne tout à l'heure, mais également dans du portugais ou dans du coréen, dans du japonais ou que sais-je, parce que c'est Mindclash Games et que généralement, c'est des jeux d'une très bonne qualité. Quoi qu'il en soit, le projet est financé avec 73 000 € approximativement d'engrangés 12 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Rebirth, le nouveau projet de Mighty Boards que vous connaissez certainement si vous suivez un petit peu l'actualité de Kickstarter, puisque c'est un éditeur qui a su faire parler la poudre ces dernières années, avec notamment de très beaux projets tels que Excavation Earth, qui avait fait un très beau succès, Petrichor, que j'ai pu tester récemment avec Xavier, que sympa, mais j'attends de faire une ou deux autres parties derrière, parce que
j'ai des questions sur l'équilibrage qu'il faudra voir. J'avais backé moi-même Vengeance Roll and Fight, que j'ai entre-temps revendu, même s'il était sympa malgré tout. Hamlet avait fait un super résultat il y a environ 2 ans, suivi d'une extension il y a quelques mois à peine. Donc c'est un éditeur qui est vraiment bien en place sur Kickstarter, qui est maintenant connu et reconnu. Et cette fois-ci, il lance Rebirth Limited Edition, puisqu'il y aura aussi une sortie boutique prévue avec une édition un petit peu moins deluxifiée, on va dire. Mais surtout, à noter, c'est que ce nouveau jeu de Mighty Boards, il est en fait l'œuvre de Reiner Knizia, le bon docteur Knizia, un des auteurs les plus prolifiques de ces 10, 20, 30 dernières années en termes de jeux société, parce que le mec, j'exagère certainement un tout petit peu, mais pas tant que ça en vrai, il doit être aux alentours de 700, 800 jeux, quelque chose comme ça, enfin c'est un truc, c'est un malade mental le gars, j'exagère je pense, mais il en a plusieurs centaines à son actif, donc c'est assez impressionnant. Et ici pour le coup, il s'agit d'un nouveau jeu de Knizia, parce qu'on voit beaucoup sur Kickstarter de réédition de Knizia sous un autre format revu au goût du jour, deluxifié, etc. Là non, Rebirth c'est un nouveau jeu de Reiner Knizia, un jeu de placement de tuiles. Entre autres. Pour l'instant, vous voyez que la campagne est plutôt bien accueillie par la backer, avec 3000 contributeurs pour l'instant, près de 150 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, à 18 jours de la fin de la campagne, et c'est de ma foi un très joli projet. Je parle ici visuellement parlant. Après, en termes de gameplay, il a l'air d'être sympatoche aussi, mais déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que quand même, il est très très beau en termes de couverture. La couverture de la boîte est magnifique. On nous place dans un univers réalisme et futuriste, on va dire, dans quelques siècles, si je me souviens bien, en Écosse, même s'il y aura aussi une map en Irlande, et en fait l'humanité, après avoir pris conscience véritablement de ce qu'il avait potentiellement infligé à la planète, bon, on se garde de tout jugement moral ou quoi que ce soit là-dessus, c'est un autre sujet, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là, mais en gros, Rebirth nous place dans cet univers où les gens ont pris conscience de ce qu'ils ont fait à la planète, et ils essayent en fait de faire amende honorable, de rectifier le tir en reconstruisant un petit peu, disons, les paysages avec des technologies beaucoup plus nature friendly, quoi, hein, beaucoup plus respectueux de la nature. Du coup, placement de tuiles, disais-je, avec un petit peu d'autres mécanismes de ci de là, mais fondamentalement, quand même, du placement de tuiles. C'est pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu extrêmement accessible, quasiment familial, on pourrait dire, hein, pour 2 à 4 joueurs, et pour des parties de 1 heure approximativement, donc un jeu, encore une fois, relativement facile à sortir également. Rado nous en fait un candidat pour le Spiel des Jahres, donc pour le jeu de l'année à Essen. Bon, en même temps, Rado pourrait quasiment dire le même commentaire pour 47 campagnes par an, parce que c'est Rado, donc à prendre avec des pincettes, mais bon, quand même, c'est Knizia, avec une très belle qualité de production. Knizia est allemand, Essen, c'est en Allemagne, ce serait pas la première fois qu'il récompense un jeu allemand, bon, à voir. Ensuite, donc continuons. Why back now? Pourquoi backer maintenant durant cette campagne? Parce que d'abord vous avez accès à une édition limitée et signée de la main de Reiner Knizia. Est-ce qu'il va signer de lui-même ou est-ce que c'est juste une photocopie à chaque fois? Parce que du coup s'il va signer vraiment 3000, 5000, 7000 campagnes, enfin 7000 par campagne, 7000 copies, après la campagne, il va se coller une tendinite le gars. Il va se coller une tendinite. Quoi qu'il en soit, discounted price... Ouais, bon, 45 € pour l'édition KS, donc quand même un petit peu deluxifié, contre 50 € pour la version boutique, donc de base moins deluxifié. Bon, je sais pas si c'est diablement intéressant, d'autant plus qu'il y aura les frais de port par-dessus. Et puis également, super intéressant de ce point de vue-là par contre, c'est qu'on a quand même de plus en plus de campagnes, on l'avait dit juste avant pour Ironwood, mais là pour le coup c'est une précommande donc c'est un peu différent, mais on voit de plus en plus de campagnes sur Kickstarter, sur GameFound qui promettent des livraisons un peu plus rapides que d'habitude. Pas parce que les usines vont plus vite en termes de production, mais peut-être parce qu'on est de plus en plus sur des campagnes qui approchent la complétion du développement d'un jeu avant de lancer leur campagne, ce qui peut être perçu comme quelque chose de très bien, ou comme étant un petit peu dommage, parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment aussi apporter un petit peu leurs pattes via les commentaires, via des propositions, etc. aux éditeurs sur Kickstarter. Moi je fais plutôt partie de la première catégorie. Si le jeu est vraiment très très prédéterminé, voire est terminé avant de se lancer, c'est tant mieux. Donc théoriquement une livraison pour septembre en Europe ou décembre pour nous qui sommes en Asie par exemple. Dans la version Kickstarter, il y aura quelques exclusivités comme ces petits sacs en tissu et puis également des tuck boxes, donc des petites boîtes de rangement pour les composants propres à l'Irlande ou à l'Écosse.
Alors ensuite, continuons avec le how to play. Alors d'abord pour l'Écosse, parce que vous voyez qu'il y a quelques spécificités entre l'Écosse et l'Irlande. D'abord, vous allez tirer une tuile parmi votre réservoir de tuiles, on va dire, vous en avez un paquet, vous le voyez bien. Et ensuite, vous allez choisir où à poser la dite tuile ou construire sur le paysage qui est devant vous des fermes à énergie, en gros des éoliennes on va dire, ou des fermes alimentaires quoi, en gros. Et donc il faudra poser une tuile sur un emplacement vierge. Ensuite, plus votre cluster, donc votre zone connectés, interconnectés, par exemple ici il y en a 1, 2, 3, 4 connectés, ça fait un cluster de 4 par exemple, est large, plus vous aurez 2 points en fin de partie pour ces clusters. Ensuite vous avez des tuiles de, comment dirais-je, j'allais dire d'installation, c'est vraiment une traduction très maladroite, mais des camps, on va dire, des villages, des petites tuiles de village que vous pourrez placer également sur certaines zones spécifiques. Et quand une aire de village, on va dire, est complète, le joueur qui aura le plus de villages, de camps situés dans cette zone, eh bien, scorera plus de points que son adversaire. Il y aura aussi des châteaux que vous pourrez être amené à construire, mais des châteaux éco pour le coup, et vous devrez essayer de les contrôler pour là encore essayer de scorer un maximum de points. Il y aura aussi un mécanisme un peu similaire avec des cathédrales, vous pourrez construire des cathédrales au fur et à mesure de la partie, et vous pourrez apposer des tuiles à côté, et il y aura des missions également, des missions communes, et je me demande s'il n'y a pas aussi une mission secrète pour une personne. Est-ce que c'était peut-être pour l'Irlande et pas pour l'Écosse, j'ai oublié, mais il y a un truc comme ça avec des missions communes et une mission cachée je crois. L'Irlande, donc c'est un mode de jeu additionnel. Est-ce qu'il est spécifique à la version Kickstarter? J'ai pas l'impression, mais en même temps c'est marqué Additional Game Mode, donc additionnel par rapport à quoi? Par rapport à la version de base en boutique? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a quelques petites différences ici avec des setups, avec un setup, une mise en place différente qui va attribuer des compétences, enfin des compétences mais des capacités spéciales à chacun des joueurs de manière un petit peu aléatoire, on va dire. Ensuite, il y a des cartes de mission publiques et apparemment, s'il dit ça, non, ça ne veut rien dire. J'allais dire s'il dit ça, c'est peut-être qu'il y a aussi des missions cachées. En fait, non, ça n'a aucun rapport, mais il me semble quand même que ça existait. J'essaie de retrouver ça, mais ça, cette campagne-là, je l'ai checké avant-hier, donc entre-temps, j'ai peut-être un tout petit peu oublié. Quoi qu'il en soit, il y aura donc 3-4 missions communes, et le premier joueur qui réussit à la compléter gagne 8, le second, j'imagine, 5, et troisième, quatrième, rien, du coup, j'imagine. L'Irlande contient aussi plus de zones ouvertes pour les fermes, et prendre le contrôle de fermes, et également des zones d'installation, de camps, de villages, plus larges également. La map Irlande vous offre un gameplay plus avancé, plus compétitif, plus varié, plus interactif également, open-ended, avec des conditions de fin de partie différentes peut-être, je ne sais pas. Continuons. Les maps, justement, vous avez l'Écosse, c'est la map de base, on va dire, avec un six-fold, j'ai l'impression, ouais, ça doit être un six-fold. Ouais, ça doit être ça, 6 ou 8. Et puis Scotland, donc je l'ai déjà mentionné, et Ireland, voilà, c'est ici, c'est de l'autre côté de la map, où vous avez donc une map assez différente, avec ses propres spécificités de gameplay, un petit peu plus orientée gamer, on va dire. Pour ce qui est du contenu, vous le voyez, hein, c'est essentiellement des petits tokens, mais également quand même des éléments de plastique, de petites figurines, on va dire, pour ce qui est des châteaux, des cathédrales, et puis je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs en plastoc là-dedans. Non, d'ailleurs, en fait, oui, j'ai oublié de le mentionner alors que je l'ai lu avant-hier, mais j'ai oublié entre-temps, c'est même pas du plastoc en réalité. Enfin, c'est du plastoc, mais c'est pas du plastoc. En fait, c'est produit avec du rewood. En gros, c'est du bois condensé, quoi, en fait, qui a été recyclé. Mais ça a la gueule du plastique, mais c'est du rewood, donc c'est quand même plus écologique, et en même temps, ça colle avec la thématique du jeu, donc de ce point de vue-là, c'est bien vu de la part de l'auteur. Enfin, de l'auteur, non, mais de l'éditeur, on va dire plutôt. Rappelle que les petits sacs que vous voyez ici en tissu sont uniquement pour l'édition Kickstarter, hein, donc attention à ça aussi. De même pour les tug boxes, les boîtes de rangement, que ce soit pour l'Écosse ou pour l'Irlande. Ensuite, on continue. Les previews, je crois qu'il n'y a encore une fois pas de preview en français là-dedans, ma foi, parce que de toute façon, il n'y a pas de version francophone, enfin française, pour cette campagne. J'imagine que c'est un jeu qui, à terme, devrait pouvoir connaître une VF d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, durant la campagne, c'est pas le cas, je crois. Ensuite, les différents niveaux de pledge. Vous avez ici le Rebirth Pledge à 45 €, donc
pour l'édition limitée Kickstarter, avec les sacs, avec les tug boxes en plus de la version de base. Ensuite, le gros pledge à 225 pour avoir 6 copies au total, les boutiques éventuellement qui voudraient faire des pledges avec 12 copies. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout, hein, puisque on va juste pouvoir passer au shipping, et ce sera tout vraiment. Donc pour le Canada, 20 ou 35 euros, donc si vous prenez un pledge groupé, mais 20 si vous prenez une seule copie du jeu en termes de frais de port. Pour l'Europe, ce sera en 2 zones, donc j'imagine que France-Belgique c'est 12 euros ou 30 euros, et après le 2 ça doit être tout ce qui est voilà, Suisse, Turquie, Norvège, etc. Donc la zone plus éloignée, parfois même non Union Européenne, 25-55 par exemple pour nos amis suisses par exemple. Hein. Et puis pour nous, Asie, est-on Asie 1 ou Asie 2? A priori 2, c'est souvent le cas pour nous. Voilà, Japan c'est Asia 2, donc 25 ou 55, donc un petit peu cher en termes de frais de port, c'est là quand même la moitié du prix du jeu, ça douille un petit peu pour le Japon, et c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu qui me fait envie. C'est pas un jeu qui me fait méga super overlord envie de la mort, mais un petit Reiner Knizia familial, mais avec une certaine profondeur de gameplay, qui est très joli. Bon, vous voyez un peu où je veux en venir, peut-être potentiellement jouer à terme peut-être avec mon neveu, avec mon fils dans quelques années, avec Xavier quand il n'est pas en forme, par exemple. Non mais vraiment, il a l'air très classe. J'ai pas beaucoup d'expérience avec Knizia qui le plus est, donc c'est l'occasion. Et je sais que Mighty Board c'est généralement plutôt du bon boulot en termes de qualité de production. Mais bon, je pense pas que je vais le backer, d'autant plus que de toute façon il sera disponible en boutique à terme, et que les deux seules exclusivités, donc les petits sacs en comment dire, en tissu et les tug boxes, bon, c'est pas diablement nécessaire non plus, quoi. Donc voilà quand même pour Rebirth, relativement intéressant malgré tout, 3040 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne, le projet est donc largement financé avec 145 000 € d'engrangés. On continue et on termine cette semaine par How to Save a World, juste après Rebirth, où là, visiblement les gens sont allés un petit peu trop loin et après coup sont revenus en arrière pour essayer de faire des trucs un peu plus éco-friendly. Là, on est sur un autre délire. How to Save a World, comment sauver une planète, mais pas des actions de ses habitants, mais d'un putain d'astéroïde qui vient nous fracasser la tronche, en fait, hein, sur le coin du nez. Donc How to Save a World, 3 plans potentiels pour sauver une planète d'un astéroïde qui arrive à fond la caisse sur la planète. Bon, si vous vous en souvenez pas, je vous le dis quand même, mais How to Save a World faisait partie en janvier dernier des 10 jeux que j'attendais le plus pour l'année 2024 sur Kickstarter. Oui, je le suivais depuis 6 mois environ, et déjà il me faisait de l'œil en janvier, et ben il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas descendu dans mon classement, hein, entre temps il a peut-être même augmenté, il a peut-être monté de place, ce qui fait de How to Save a World mon petit coup de cœur de la semaine, parce que oui, je l'attendais avec impatience et qu'il semble confirmer les attentes que j'avais placées en lui pour l'instant en tout cas. 838 contributeurs, ça en fait un démarrage assez moyen en fait, on va essayer de déterminer un peu pourquoi par la suite, et je vous donne un petit peu une indication de base, je suis pas sûr de voir vraiment pourquoi, si ce n'est potentiellement parce qu'il n'y a pas de stretch goals, mais c'est pas la première campagne qu'il fait, et il y en a beaucoup qui ont réussi à faire de belles campagnes malgré tout, malgré cette absence de stretch goals, et d'ailleurs que moi je suis plutôt pour en fait les campagnes sans stretch goals, j'aime bien ça en fait, du moment qu'on arrive à faire vivre la campagne malgré l'absence de stretch goals, je trouve ça plutôt une bonne chose de jouer carte sur table, un peu pour garder la thématique ludique, et de balancer tout le matos de Luxifier d'entrée de jeu. Quoi qu'il en soit, on verra ça un peu plus tard. How to Save a World, pour l'instant, donc 840 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, 53 180 € d'engrangés. Oui, pourquoi j'arrondis le dernier alors que je suis allé jusqu'à 178 oui, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Je fais ce que je veux. Et donc le projet est financé, mais je pense que du côté de Burnt Island Games, on est quand même un poil déçu de ce démarrage, un petit peu en douceur malgré tout. Hein. Pour rappel, Burnt Island Games, qui nous vient du Canada, ils ont quand même déjà produit des très beaux succès sur Kickstarter, donc difficile de justifier ce démarrage un petit peu lent, puisque il nous avait notamment offert Endeavor, qui est localisé également par Super Maple si mes souvenirs sont bons, puis In the Hall of the Mountain King, qui avait très très bien marché, Into Deep avait un petit peu galéré, mais sa deuxième campagne c'était quand même soldée par un beau succès, Fall of the Mountain King avait fait un beau succès aussi, peut-être un peu moins bien que In the Hall of the Mountain King, mais quand même 4000 contributeurs à l'époque, et juste pour checker, In the Hall of the Mountain King, c'était plus, hein, je crois. Ouais, à peine, 4400. Et puis Endeavor Deep Sea plus récemment, qui avait fait 875. C'était déjà un petit peu casse-gueule avec Endeavor Deep Sea. Donc
How to Save the World va faire mieux que Endeavor Deep Sea, c'est déjà ça. Mais en tout cas, je pensais quand même que le jeu ferait plus. En fin de première semaine de campagne, je le voyais bien déjà à 2000 par exemple, et donc on en est assez loin. Quoi qu'il en soit, continuons notre aventure dans la page de campagne de How to Save the World. Bon, vous l'aurez compris, un astéroïde immense s'apprête dans quelques temps à percuter votre planète, qui n'est pas la planète Terre, et vous devez faire en sorte de sauver votre planète en tablant sur trois issues, sur trois échappatoires potentiels. Et en cela, on pourrait penser que c'est un jeu coopératif, et non, c'est pas le cas. C'est même pas vraiment semi-coopératif, même si on pourrait entreapercevoir un petit peu de semi-coopération là-dedans, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste celui qui réussira à participer au mieux au sauvetage de la planète qui ira la victoire, en fait. C'est à lui qui ira la victoire. Donc c'est un petit peu une course au prestige, on va dire, hein, une course aux technologies, et en fait c'est un petit peu du chacun pour sa peau, malgré ce côté un peu vaguement, très vaguement semi-coop. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties d'environ 80 minutes, donc on va dire 1h30 pour arrondir, et donc c'est un jeu, on va dire, initié plus / expert. La version standard coûtera 50$ américains, donc faites pas trop attention aux dollars canadiens, à moins que vous ne soyez québécois bien évidemment. Et la version Kickstarter, donc la version qui ne sera pas en boutique a priori, sera à 73$ américains ou 100$ canadiens. Alors, continuons. Là, je vous l'ai déjà expliqué, hein, l'astéroïde Léviathan qui va arriver, qui va tout détruire sur votre planète de Alaria. Et vous avez 3 projets pour empêcher cela. Un laser qui pourrait réduire en miettes l'astéroïde, potentiellement si tout se passe bien. Ou une sorte de bouclier placé devant la planète pour protéger la planète de l'astéroïde ou de ce qu'il en reste après que le laser ait fait son effet, puisque même si le bouclier s'avère être la technologie qui sauvera la planète, c'est aussi parce que le laser aura fait un peu son œuvre malgré tout, hein, donc chacun des 3 projets a son intérêt de ce point de vue là, et si le bouclier n'est toujours pas suffisant, alors il y aura l'évacuation. Ensuite, continuons un petit peu avec la présence sur table. Vous voyez un petit peu ce à quoi ça pourra potentiellement ressembler, avec donc le plateau central, avec les 3 projets qu'on aperçoit ici, avec l'astéroïde qui va être amené à bouger au fur et à mesure en s'approchant de plus en plus de manière irrémédiable de la planète. Ensuite, les différents emplacements d'ouvriers, parce que oui, c'est un jeu en partie de placement d'ouvriers, et également 3 decks de cartes, puisque vous pourrez être amené à choper un max de cartes, des cartes pour aller scorer, des cartes pour avoir plus d'actions et des cartes pour améliorer vos actions. Ici vous aurez les plateaux de joueurs, et j'avoue que là par contre je suis un peu déçu, les plateaux de joueurs sont quand même pas super fifou. Ils sont pas très jolis pour être tout à fait honnête, même dans la version deluxifiée. Bon, au moins ils sont double épaisseur, ça c'est cool, mais c'est vrai que en termes de DA, je suis pas hyper convaincu. Bon, le plateau central, ça va, ça fait le job, c'est pas magnifique, mais ça fait le job. Les plateaux perso, bof. La partie gauche, c'est assez moche, la partie droite c'est hyper aride et pas très joli non plus, donc bon, ça c'est un petit peu dommage. Ceci dit, si vous baquez aussi pendant la version, pendant la campagne, si vous baquez la version, ça veut rien dire. Si vous baquez durant la campagne, vous aurez aussi une mini extension Tech Lab Expansions que vous allez ajouter sur le côté de votre plateau personnel ici, qui vous offrira encore plus de possibilités. Le petit jeton de premier joueur en métal également, c'est pour les versions deluxifiées, pour la version de Kickstarter. Le jeu sera disponible en VF, mais ça vous le savez déjà parce que le petit drapeau français a déjà tourné au début de ce segment de la vidéo. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, continuons, donc je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de stretch goals, ils ont deluxifié à outrance, enfin outrance non, c'est pas un jeu qui est tellement deluxifié que ça, mais ils ont deluxifié autant qu'ils le souhaitaient, et donc il n'y aura pas de stretch goals. Donc ils vont essayer de trouver d'autres alternatives pour faire vivre la campagne, telles que la participation des backers à la dénomination des factions, par exemple, sur des choses là, des trucs un petit peu, j'allais dire inutiles. Oui, c'est pas très utile, mais ça donne envie pour vraiment les gens qui sont un petit peu fans hardcore du jeu, du projet, de mettre un petit peu leurs pattes dessus, ou en tout cas d'espérer pouvoir mettre leurs pattes dessus, quoi, en gros.
Alors, What's in the Box, dans la standard édition, dans l'édition standard que vous pourrez potentiellement un jour trouver en boutique, on aura donc le matos que vous voyez ici, principalement, donc il y a du carton partout, quoi, en gros. Hein. L'astéroïde est en carton, le badge de premier jour est en carton, les tuiles sont en carton, il y a des éléments en bois bien évidemment aussi, mais c'est pas screen printé, ça n'a rien de très spécial. Bref, c'est la version de base, elle coûte quoi, une cinquantaine d'euros, ça va, c'est pas très cher. Les plateaux de joueurs, pas double épaisseur. Quand on a des éléments qui vont être amenés à évoluer sur une piste, c'est quand même mieux avec du double épaisseur, soyons honnêtes. Mais bon, c'est encore une fois l'édition standard, pas trop cher, ça peut se comprendre aussi par là. Le plateau de progression des trois projets qui peuvent sauver la planète, le sac, les cartes, donc 36 cartes d'action pour prendre plus d'actions, plus de tours de jeu grâce à elles, des cartes de boost qui vont vous permettre d'améliorer vos actions en fonction de celles que vous allez pouvoir choper en tout cas, et des cartes d'espèces animales, de la faune et de la flore quoi en gros, que vous pourrez essayer de sauver et qui vous fourniront un paquet de points en fin de partie si c'est le cas. Et puis aussi un mode solo. Ensuite, pour la version Deluxifiée, la version Kickstarter, bah d'abord on commence par un astéroïde, vous le voyez en acrylique, donc un peu plus immersif on va dire. Ensuite, les plateaux de joueurs sont maintenant double épaisseur, ça c'est quand même beaucoup mieux. Le jeton de premier joueur en métal, bon ça on s'en fout un petit peu mais c'est de la deluxification. Ensuite, les ressources ne sont plus monochromes, elles sont avec une couleur dédiée et avec un petit aspect sérigraphié, donc screen print sur le dessus, un peu plus sympatoche pour suivre la progression des différentes ressources. C'est plus agréable, mais encore une fois, c'est pas non plus très utile. Par contre, la petite mini extension Tech Lab, ça c'est sympatoche pour enrichir un petit peu le gameplay. Et puis surtout, le petit insert, cette fois-ci qui est l'œuvre de Trayforge, peut-être un nouveau concurrent à Blackmagic ainsi qu'à Game Trace, peut-être. En tout cas, je les connaissais pas jusqu'à maintenant. Mais donc Trayforge qui assurera l'insert en plastique. Ensuite, les cubes ne seront plus en bois mais seront en plastique translucide. Ensuite, les petits vaisseaux et autres marqueurs seront screen printés et seront personnalisés pour chacune des factions en présence. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, le Campaign Calendar, c'est juste pour préciser un petit peu ce qu'ils vont apporter comme vie dans leur campagne malgré l'absence de stretch goals, mais aussi, je le mentionne parce que c'est aussi à partir d'aujourd'hui même, au moment où moi je m'enregistre en tout cas, donc hier pour vous, que le mode TTS a été mis en ligne, donc vous pouvez d'ores et déjà jouer au jeu et essayer de voir un peu ce que ça donne pour vous. Ensuite, ma foi, il n'y a plus grand chose que ça à dire en réalité. Bah si, c'est vrai, j'ai pas encore abordé tellement le gameplay, je l'ai mentionné en gros, mais on va prendre un tout petit peu plus de temps. Donc les trois projets que vous voyez ici, pour lesquels vous avez contribué, hein, vous allez devoir décider quelles actions attribuer à quel projet, lequel de ces projets vous donne le plus d'espoir de sauver la planète. J'imagine que être vraiment très à la bourre, comme c'est le cas du joueur jaune ici, par rapport aux autres joueurs sur un projet, c'est quand même assez risqué. D'un autre côté, si vous faites avancer ce projet, vous le faites avancer pour tout le monde. Donc c'est risqué aussi de ce point de vue-là. Il y a vraiment une prise de risque et de récompense à réfléchir avant de prendre des décisions, quoi. Ensuite, how to take your turn, donc qu'est-ce que vous allez faire pendant votre tour? Alors d'abord, le gameplay c'est un mélange de placement d'ouvriers, je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, et de gestion de main, puisque vous allez choper des cartes au fur et à mesure que vous allez pouvoir jouer. Donc dans votre tour, vous allez donc faire une des trois choses suivantes, où vous allez passer potentiellement aussi. D'abord, vous allez assigner un de vos ouvriers, qui sont en fait des vaisseaux, quoi, en gros, sur des zones où vous pouvez atterrir, tout simplement. Des zones qui seront sur la planète ou sur une lune qui est aux alentours de la planète en question. Ensuite, vous allez aussi potentiellement pouvoir jouer une carte d'action moyennant les finances. Hein, une carte égale un coût en énergie. Cartes qui vont vous permettre d'établir d'autres actions supplémentaires, quoi, en gros, hein, donc de prolonger votre tour. Et puis finalement, troisième action qui est le Express Shuttle, donc qui vous permettra d'aller, j'imagine, du coup, envoyer une de vos navettes, d'un monde à un autre, donc en gros de la planète à la Lune ou de la Lune à la planète, moyennant aussi une énergie à dépenser. Donc c'est un petit peu une action bonus, quoi, on va dire, qui, j'imagine, sera utilisable de temps en temps, mais j'imagine que les énergies sont pas si fréquentes que ça à choper.
avec ces différentes actions, vous allez pouvoir entre autres gagner de nouvelles ressources, ou vous allez pouvoir gagner aussi des revenus qui vous permettront ensuite de les réinvestir. Vous allez pouvoir upgrader votre labo, puisque si vous n'avez pas aperçu tout à l'heure, peut-être que je ne l'ai pas expliqué, mais sur vos plateaux de joueurs, ici vous avez aussi un labo avec des compétences que vous pourrez potentiellement être amené à développer pour avoir plus d'efficacité en gros. Vous pourrez gagner des tokens de lune, de planète ou de science, qui reflètera un petit peu votre expertise dans les différents champs en question. Vous pourrez ensuite acheter de nouvelles cartes avec, encore une fois je le répète, les cartes d'action qui vous permettent de prolonger un peu vos tours avec plus d'actions, les cartes de boost qui vont renforcer certaines des actions que vous pourrez accomplir, et puis finalement les cartes de espèces qui vous permettront de sauver de la faune ou de la flore, et qui vous permettra aussi de gagner un max de points en fin de partie. Voilà, ensuite vous avez donc les pistes de progression des 3 projets. Quand vous faites progresser un projet, vous allez faire avancer un pion sur une piste, mais également vous allez ajouter des cubes de la couleur en question dans un sac. Et à la fin du tour, à quoi sert ce sac? Vous allez me dire, on va piocher tout simplement des cubes dans ce fameux sac. Des cubes qui vont faire progresser la technologie de la couleur en question. Donc par exemple si vous tirez des jetons roses, ça va faire progresser le laser ici, mais par contre si vous tirez des cubes de astéroïdes, c'est l'astéroïde qui va progresser, ce qui rend la progression de l'astéroïde vers la planète un petit peu imprévisible, et du coup on ne sait jamais exactement quand la fin de partie va se déclencher. Il y a ce petit aspect chance, on pourrait dire hasard, qui rentre un peu en ligne de compte également. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fin de partie? D'abord, la fin de tour. J'avais un petit peu vite en besogne. À la fin de tour, vous allez potentiellement rapatrier vos ouvriers, mais pas forcément, puisque vous voyez qu'en fait, il y a différents types de lieux. Ceux avec une petite navette que vous voyez ici, elle va dégager, c'est-à-dire que là, elle est sur un emplacement qui lui permettra ensuite de se déplacer et d'aller, par exemple, ici sur la Lune. Alors que l'emplacement qui est ici, vous le voyez, une sorte de panneau stop. Elle va rester, cette navette, sur la planète où elle est actuellement. Ensuite, le grand final de ce jeu, donc l'arrivée de l'astéroïde. Eh bien, en fait, le grand final de ce jeu, c'est soit l'arrivée de l'astéroïde, soit en réalité la résolution, la complétion d'un des 3 projets que vous voyez ici. Le premier projet qui réussit à être complété avant les autres, mais aussi fin à la partie. Là par exemple ce serait le bouclier qui serait le projet pivot, le projet qui véritablement sauvera la planète. Sachant que si le laser ne fonctionne pas, que le bouclier ne fonctionne pas, et que l'évacuation n'a pas non plus abouti, ce sera quand même l'évacuation qui l'emportera, qui sera le projet pivot. Ça, c'est le seul petit point qui me dérange un tout petit peu thématiquement parlant, c'est-à-dire que vous achevez pas le projet d'évacuation, mais vous réussissez quand même. Ça, je trouve ça un petit peu faible, du coup, thématiquement parlant. Est-ce que ça aurait été mieux de faire juste une défaite pour tout le monde, ce qui aurait rajouté du coup une sorte de mécanisme de semi-coopération, soit une personne gagne, soit personne ne gagne et tout le monde perd. Je trouve que thématiquement, en tout cas, ça aurait fait plus de sens. Mécaniquement, c'est peut-être plus frustrant, je sais pas, mais je trouve que c'était plus facilement justifiable thématiquement en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, l'évacuation se fera quoi qu'il arrive, si c'est nécessaire. Voilà, et ensuite donc on scorera des points en fonction de notre contribution personnelle au projet pivot, donc le projet qui aura sauvé la planète, plus les espèces qu'on aura réussi à sauver, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec les cartes vertes que vous voyez ici. Voilà. Il y a aussi les règles solo que vous pourrez checker ici. Pour l'instant c'est un draft, il n'est pas encore totalement terminé, mais il y aura donc un mode solo. Voilà, et puis donc il n'y a pas de vidéo en français, donc on va pouvoir se la mettre derrière l'oreille, hein, et checker tout de suite quand même le shipping. Le shipping pour la Belgique, pour la France, pour le Luxembourg par exemple, c'est 13$, donc c'est relativement abordable, plus 5 par copie additionnelle si ça vous intéresse de faire des pledges groupés. Pour nos amis canadiens, ce sera 18$ ou 24$ canadiens, plus 7$ canadiens par copie supplémentaire. Pour nous qui sommes au Japon, par contre, on va douiller un peu. On est ici, 47$ canadiens, donc 35$ américains pour une copie du jeu. C'est cher en frais de port, donc pour l'instant, je me tâte. Parce que pour moi, des frais de port qui dépassent 30$ américains en général, ça a plutôt tendance à me faire fuir un petit peu. Mais c'est vrai que, bon, How to Save a World, je suis depuis un paquet de temps. La thématique me parle beaucoup.
La DA, j'ai plus de réserve, mais bon, elle me déplaît pas fondamentalement. Mais c'est vrai que 35$ de frais de port pour un jeu qui coûte quoi dans sa version... parce que moi, si je le prends, ce sera la version deluxifiée, à mon avis. Ce sera donc 67€. C'est quand même plus de la moitié en frais de port. Ça m'emmerde un peu. Donc, je sais pas, je vais voir. On verra bien. Ensuite, il y avait la Suisse aussi, je crois. Voilà, la Suisse est ici, donc ce sera 20$. Ça va, c'est quand même plus acceptable pour nos amis suisses. Et puis ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant How to Save a World, mon petit projet coup de cœur de la semaine, qui est pas si petit que ça en réalité, que j'attendais depuis assez longtemps, mais qui malgré tout, comme vous pouvez le voir, a début de campagne un petit peu décevant avec seulement 840 backers 18 jours avant la fin de la campagne. Je le voyais honnêtement faire bien mieux que ça. Donc vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, les raisons que vous pouvez entreapercevoir pour expliquer ce début de campagne un petit peu poussif. Moi, je trouve la campagne plutôt bien foutue, avec déjà la deluxification présente sans avoir à passer par des stretch goals. Ça me déplaît pas, moi, pour ma part. Quoi qu'il en soit, il reste 10 jours avant la fin de la campagne. On devrait pouvoir quand même chercher les 2500 contributeurs potentiellement d'ici la fin de cette dernière. 53 000€ d'engrangés pour l'instant. Et du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding numéro 135. J'espère que vous aurez trouvé des projets à votre goût. De mon côté, le retour caméra, je suis figé avec une gueule de con. J'espère que c'est pas la même chose en réalité, mais j'ai l'impression qu'en réalité je suis figé depuis un bon moment. Si je suis vraiment figé, bon c'est pas grave, écoutez, vous ferez comme ça avec ma tronche. Bon, je peux faire en même temps un peu n'importe quoi. Ça se trouve, je me mets à poil, hein, et vous le savez pas. C'est pas grave, je pense que juste la batterie est en rade et donc elle vit ses dernières minutes et du coup elle fait des économies, je ne sais pas, mais bon, ça n'a pas une grande importance. Du coup, on se retrouve très prochainement sur le menu crowdfunding. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine.